Asistencia de Xavi, més cap a la dreta per Messi. And then Ronaldo! Hello et bienvenue dans un nouvel épisode de Kick-Off, un épisode où on va passer en revue ce premier tour, la phase de groupe de l'Euro 2024. Et pour le faire, eh bien, je suis accompagné de Steve. Comment ça va, Steve? Fort bien, merci. Avec un magnifique nouveau tatouage. Et avec Ulysse. Comment ça va, Ulysse? Ça va. France, pas sûr d'être championne, mais on va y venir. Pas de tatouage, toi? Ah non, nouveau piercing peut-être. Non, je sais pas. C'est l'été, on profite et tout. Pas de peut-être en fin d'année. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre de cet épisode, on passe en revue ce premier tour, mais surtout on va se projeter sur les huitièmes de finale. Mais avant d'attaquer l'état actuel des huitièmes de finale et savoir quelles sont les équipes qualifiées, moi je vous propose déjà de passer en revue ce premier tour. Et avant d'attaquer groupe par groupe, etc., j'aimerais, les amis, un petit peu avoir votre sentiment général. Qu'est-ce que vous avez pensé, qu'est-ce que vous pensez de l'Euro jusqu'à maintenant? Il y a eu quoi? Trentaine de matchs, c'est ça? 36 matchs, disputés. Du coup, qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi le bilan? Déjà, je suis déjà un peu plus chaud quand même que lorsque ça venait juste de starter. Après 30 matchs. Après 30 matchs, vas-y. 81 buts, hein. Ouais. C'est une jolie moyenne. Comme je disais, chaud, quand même beaucoup plus chaud parce que avoir 3 matchs par jour. C'est fini, ça. Ouais, mais justement, mais ça a hypé. C'est trop bien. Moi, j'adore ça. Ça a mis un élan. En plus, ces 3 derniers jours, on a eu 4 matchs. Ouais, mais en même temps, c'est dommage. Mais c'est normal. Ouais, mais c'est normal. Oui, bien sûr. Mais tu sais, il y avait une dynamique. Moi, perso, je faisais que changer de chaîne. Tac. Moi, je faisais mes rendez-vous en fonction des matchs. Moi, j'étais dégoûté quand on est arrivé au deux derniers groupes. Il y avait déjà plus les matchs de 15h. J'étais là. Ouais. Bon, voilà, je vais faire quoi maintenant? Ouais, exactement. Chaque compétition, c'est la même chose. Il y avait les matchs de 11h du matin, machin. T'es là, t'arrives, t'avances. Ouais, après 10 jours, c'est bon. T'es là. C'est quoi maintenant? Mais hypé en tout cas, ça m'a hypé. C'est une belle compétition, vous trouvez? Ça va. C'est pas la CAN. C'est pas la CAN qu'on a eu. Bon, voilà. La CAN, moi je trouve qu'elle est devenue folle à partir du moment où la Côte d'Ivoire s'est qualifiée grâce à d'autres à l'ADER, non? Non, même les matchs, les surprises Cap-Vert, les 4-0 de la Côte d'Ivoire par exemple. Même Mauritanie qui jouait aussi, Guinée équatoriale, je me trompe pas. Ouais, c'est Guinée équatoriale, même l'Angola, enfin, tu vois. Guinée-Conakry. Non, on n'a pas arrêté de se tromper. Dans tous les cas. Donc, mais ouais, il y avait une ambiance. Ouais. Il y avait le réalisateur aussi qui montrait les fiers supporters. Ouais. Aussi, tu vois. Moi, le bilan que j'en fais, c'est que on est à un stade où j'ai un peu peur, je vous avoue, de la compétition. Pourquoi? Parce que quand on voit les derniers matchs, notamment les 6-7 derniers matchs, en fait depuis le 0-0 de la France contre les Pays-Bas, en fait on est dans une phase descendante en termes de moyenne de buts. C'est complètement. Moi j'allais dire que justement c'est cette troisième journée de groupe en fait, tu vois, moi je trouve qu'elle a un peu cassé la dynamique. Tout le monde avait peur. Ils osaient pas. Parce que normalement quand tu finis troisième, t'es pas qualifié. Exactement. Donc là tu donnais tout. Là il y avait toujours calcul. Là il y avait des calculs. Est-ce qu'on peut rester troisième? Regarde la Belgique. Oui. La Belgique, leur 0-0 là, à la fin, ils sont en train de tourner la balle. Les gars, ils avaient protéger la balle au corner. Ils ont envoyé à Castillo. Doku qui protégeait dans le coin et tout. Après, je pense que ça démontre aussi un petit peu l'esprit de cette équipe. On va en parler après pour les huitièmes de finale, mais c'est vrai que 7 euros, je trouve. Ouais, alors de l'équipe pendant 7 euros. Okay. Mais c'est vrai que moi, c'est un peu la crainte que j'ai. J'ai un peu peur que les sélectionneurs soient un peu trop conservateurs, etc. Moi, je vous donne un exemple parce que du coup, je suis très concerné vu que j'ai beaucoup analysé cette équipe-là. C'est la sélection du Portugal.
Et en fait, sur les 3 matchs qu'ils ont fait, ils ont chopé 2 équipes à bloc très bas. Après, la différence entre la Tchéquie et la Géorgie, c'est que dans l'équipe de la Géorgie, bah, t'as 2 gars qui, tu leur laisses un petit peu d'espace, ils foncent. Et ils font un magnifique Euro. Et à l'inverse de la Tchéquie, qui pour moi, et je crois qu'on est d'accord avec ça, on l'a très rapidement abordé en off. Pour moi, la Tchéquie est la pire équipe de cet Euro. C'est horrible, c'est un football horrible. Et en fait, c'est la crainte que j'ai, c'est que les équipes qui sont passées en 8e, les petites, entre guillemets, Slovaquie, Slovénie, Roumanie. Géorgie. Et du coup, la Géorgie, elle va être obligée de faire ça. On a quand même 4 équipes sur 8 matchs. Bah, j'ai un peu peur que ces équipes-là, elles défendent super bas, bloquent bas, elles essayent d'aller en prolongation au penalty, etc. Et moi, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce qu'on a quand même eu du très beau jeu. On a une magnifique Suisse. Je pense qu'on peut le dire. Steve, t'es pas fan, mais j'ai rien dit encore. Mais pour moi, j'ai bien entendu là. Ah oui, pour moi, la Suisse fait partie des surprises de cet Euro. Je m'attendais pas du tout à ce niveau. Tu rigoles comme ça. Parce que Sandro dire des compliments sur la Suisse. C'est moi. Non, c'est Steve qui démonte la Suisse. Ouais, moi, je suis. Moi, je les ai mis aussi. Je les ai mis aussi dans mon surprise. Ouais. Let's go. En fin de surprise, mais en surprise parce que en fin de surprise, mais moi je m'attendais pas à ce niveau. Non, ouais, moi non plus. Et honnêtement, ils méritent de battre l'Allemagne. Et avec la manière, hein. Ça va, le gars il fait un match de tennis. Les gars, je suis tout ému. Avec ces messages ces 2 messieurs qui parlent en positif. On évolue. Écoute, non, mais quand il y a quelque chose qui se passe bien, il faut savoir le dire. Qu'on aime, qu'on n'aime pas l'équipe, c'est franchement ils ont fait du travail. Mais tu vois, c'est encore une fois, moi je disais l'autre jour que j'ai l'impression qu'elle se sublime face au gros. Ouais. Si tu regardes son match contre l'Écosse, c'est un calvaire. Horrible, tu vois ce que je veux dire. Yaki n'a pas fait la même tactique que contre l'Hongrie et l'Allemagne. Complet. Et moi, je suis choqué par la dynamique. Donc en termes tactiques, hein, le dynamisme qu'ont certains joueurs. Pour moi, par exemple, Ndoye fait partie des bonnes surprises de cet Euro. Moi, Ndoye, je l'attendais pas du tout à ce niveau. Et Widmer, les gars, sur la droite. Et je connaissais pas ce gars. Ah ouais? Ah non, je le connaissais pas. Il joue en Allemagne. Non, à Bologne. Autrichien, mais il jouait en Italie en tout cas. Lui, c'est pas un des gars de Bologne. Non, il y a Ebicher, il y a Freuler et puis il y a Dan Ndoye. Ah, c'est juste ça. Oui, Ndoye, c'est Bologne, c'est ça. Ouais, hein. Exact. Ouais, mais en tout cas, voilà, ces 2 Suisses là. Avant, il jouait à Udinese, non? Alors, je t'avoue que je suis pas encore suffisamment calé sur la natière foot suisse. Ça viendra. Mais du coup, vu qu'on est en train de faire un petit peu de l'analyse de ce premier tour, etc., pour vous, au bout de ces 36 matchs, quelle est la meilleure équipe? Bah, il y en a une. Hein. Moi, j'en ai mis qu'une. Moi, j'en ai mis qu'une. La seule qui a fait le full point. Non, c'est pas la seule. Pardon? Non, c'est pas la seule qui a fait les 3 victoires. Ah bon? Ou peut-être que si. Ah, mais si. Ouais, c'est la seule. Ouais, c'est possible. 5 buts marqués, 0 encaissé, 9 points. Ouais. Et pas dans n'importe quel groupe. En plus est. Donc, pour moi, il y a pas photo. J'ai regardé et tout. Alors oui, mais à cette hauteur-là. On parle bien de l'Autriche, là? Exactement. On parle de la Tchéquie. Non, mais il y a personne qui est pour l'instant à sa hauteur. Après, il y a des belles surprises et des belles choses, mais une maîtrise comme l'Espagne a eu alors qu'on disait reconstruction et tout, qui est le cas, rien à dire. Ce qui est hyper intéressant, vous me coupez si vous n'êtes pas d'accord, mais je trouve que l'Espagne a une maîtrise sans être dans le tiki-taka qui est horrible. Enfin, moi, en tout cas, que je commençais à en avoir un peu marre. Et là, je trouve que l'Espagne est devenue hyper intéressante à avoir joué. Ça joue bien plus en vertical quand même. Ouais, c'est beaucoup plus vertical, comme tu le dis. Puis, on les voit, les transitions. Ouais. T'as un Ruiz qui est en train d'être le meilleur joueur de l'Euro. C'est quand même hallucinant. En tout cas, c'est un des meilleurs joueurs de l'Espagne. Si l'Espagne est la meilleure équipe de l'Euro pour le moment, ça veut dire que c'est un des meilleurs joueurs de l'Euro, tu vois. Et mine de rien, on a les 2 petits jeunes là-bas devant qui, à eux deux, ont 17 ans de moyenne. Et c'est là, justement, où tu peux te permettre d'avoir de la verticalité. Exact. Alors que avant, les ailés, c'était, tu vois, des Pedro, puis même encore. Mais je mets un bémol à l'Espagne, même si je l'ai mis dans la meilleure équipe. C'est que l'Espagne, pour moi, elle a le même problème que le Portugal. C'est que l'Espagne, t'as dit quoi? Bloc bas. Exactement. L'Espagne, quand il joue contre des équipes qui sont d'accord de jouer,
elle survole ces équipes-là. Quand l'Espagne joue contre des équipes bloc bas, ça a été le cas contre l'Albanie. L'Albanie méritait pas de gagner et l'Albanie a loupé quelques occasions, mais parce qu'ils ont joué en bloc bas, tu vois. Après, donc, ils ont fait tourner les Espagnols. Oui, ils ont fait tourner. Ils ont fait tourner. Il restait juste Laporte comme titulaire, je crois. Ouais. C'est tout. Parce qu'ils ont pas de défenseur central. Roselou devant. Ils ont totalement. À part Laporte, les 10 autres, c'était même le gardien, ils ont tout changé. Donc pour moi, c'est comme pour le Portugal en fait hier, qui a changé le 11, enfin le 10 pardon, vu que Ronaldo 9, et puis Ronaldo et Gardien. Diogo Costa et Palhinha juste fait le premier match, il a pas joué. Mais c'est pour dire que si je me base sur ce que j'ai vu hier pour le Portugal, je prends pas ça comme base en fait, comme fond de mon raisonnement, de mes arguments. Donc pour l'Espagne par rapport à ce qu'ils ont fait face à l'Albanie, ouais, voilà. Non, moi, quand je dis que je mets un bémol, c'est pour dire que l'Espagne, avec la configuration qu'elle a actuellement, moi, je suis curieux de les voir jouer contre un bloc bas. La Géorgie, les gars, ça va être le cas pour 2 raisons. La première raison, la Géorgie, c'est la plus petite, c'est le petit pousset de cette compétition. 74e classement mondial. Ouais, je parle pas du niveau, je parle vraiment non. Moi, je parlais de valeur marchande des joueurs. Non. Valeur marchande des joueurs. Il y a Kvaratskhelia, c'est bon. Bah ouais, mais le plus bas est quand même en 8e de finale. En Roumanie? Ouais. Moins de 100 millions les 26 joueurs, 92, 93 millions. La valeur marchande des 26 joueurs. Par rapport au fait que la Géorgie, c'est la toute première fois qu'ils se qualifient. Bien sûr, c'est la toute première fois qu'ils sont qualifiés pour une compétition et bim, ils sont meilleurs 3e. On parlera de ce groupe en carton. Mais pour en revenir à l'Espagne et à la Géorgie, moi j'ai fait des petites stats parce que du coup l'Espagne va affronter la Géorgie en 8e. Pour la 3e fois en l'espace de. Exactement. En fait, il faut savoir que l'Espagne et la Géorgie étaient dans le même groupe de qualification pour l'Euro. Ok. L'Espagne a atomisé la Géorgie. 7-1. 1-7. Ouais. Pire, 1-7 et 3-1. Voilà, donc ils savent jouer contre des blocs bas. Merci Sandro. Et petite stat assez intéressante. Bilan, il y a eu 7 matchs entre les deux, 6 victoires pour l'Espagne, 1 seule victoire pour la Géorgie. La seule victoire pour la Géorgie, c'était à préparation Euro 2016. Ouais, incroyable. Voilà. Il n'y a pas si longtemps que ça. Un petit peu quand même, mais ça va. Ouais, mais disons que le foot est centenaire. Oui, voilà. Mais tout ça pour dire que du coup, au niveau des stats, c'est totalement contre la Géorgie. D'ailleurs, les cotes, je suis allé voir les cotes et j'ai noté les cotes pour tous les matchs. 80% penchent du côté de l'Espagne, 6% du côté de la Géorgie et il y a que 14% de prolongation. Moi perso, je sais pas vous, mais moi je vois bien ce match. Ouais. Je vois bien ce match aller en prolongation. Il va pas la chercher. La Géorgie, tu dis? Ouais. Ils vont pas la chercher. Tiens, une petite touche mal faite. Dans nos pronos là, tu vas mettre match nul du coup. Je pense que je vais mettre match nul et victoire de l'Espagne en prolongation. Le Portugal s'est fait surprendre hier dès la première minute. C'est une réalité. Oui, c'est vrai. Belle passe de but quand même. Ouais, belle passe. Mais justement, en fait, je crois que l'Espagne, en connaissance de cause, ils vont pas les prendre de haut. Je suis pas en train de dire que hier le Portugal l'a pris de haut, mais le fait que c'était pas l'équipe A déjà, ça fait que au niveau tactique, il y a énormément de choses, mine de rien, qui ont changé. On a vu, Palhinha et João Neves. En milieu, c'est pas ce qu'il y a de plus créatif. Non, par exemple, c'est le même profil. C'est juste un qui est plus grand, athlétique, mais c'est un profil très similaire. Donc sans rentrer dans les détails, pour moi, je pense que l'Espagne va quand même prendre l'ascendant sur la Géorgie et contrôler. Ouais. Mais voilà, ça c'est encore un autre point. On est sur des pronostics là où on parlait d'abord de qui est la meilleure équipe. Après, c'est vrai que si on fait juste un arrêt sur ce match-là, qui a quand même choqué pas mal de monde, parce qu'à la base, honnêtement, personne s'attendait à ce que la Géorgie batte le Portugal. On pouvait à la limite se dire, ouais, allez, peut-être ils vont chercher un match nul et tout, tu vois. Mais la vérité, c'est que souvenez-vous ce que je vous ai dit en préparant l'épisode, en préparant l'Euro, avec l'épisode spécial Euro. Moi, je vous ai dit, pour moi, le Portugal va être une déception parce que Martinez, il est nul. Ouais. Et malheureusement, force est de constater que l'Euro, jusqu'à maintenant, est en train de me donner raison. C'est que Martinez, en fait, contre les équipes bloc bas, il fait jouer 3 défenseurs centraux.
Je sais pas pourquoi il fait ça. Honnêtement, je sais pas pourquoi. Parce que si tu fais jouer 3 défenseurs centraux pour donner plus de profondeur à tes latéraux, tu peux pas mettre 2 ailiers. Parce qu'ils se marchent dessus. Et ça s'est revu hier. On avait déjà vu ça lors du premier match contre la République tchèque. Ça s'est revu hier où à un moment donné, tu avais Conceição et Dalot qui étaient vraiment à côté. Hein. Ouais. Et le problème, c'est que si tu fais ça, tu joues 3 défenseurs centraux et 2 ailiers, enfin 2 pistons. Et tu l'as très bien dit, Ulysse, c'est que tu es obligé, et ça c'est le cas pour toutes les équipes qui jouent à 3 défenseurs centraux, c'est que tu es obligé de, on va dire, oublier un créatif au milieu de terrain. Et hier, ça s'est vu. Tu enlèves un créatif au milieu de terrain, bah du coup, moi je sais pas vous, hein, mais moi hier j'ai vu le match, zéro créativité. Ah ouais, non, c'était... Et moi qui vous dis le plus grand bien de Joao Félix, bah hier il a prouvé tout ce que je dis de bien de lui. C'est une grosse fraude. Il est pas créatif, ça. C'est une grosse fraude. Ouais, il a mis quoi, deux frappes qui. Bon, les qui 2 frappes étaient dangereuses. Ouais, après, encore une fois, le truc, c'est que si t'aimes les joueurs techniques, bah, Félix, c'est un joueur technique. Il va te faire 2-3 gris-gris, etc. La vérité, en termes de construction et tactique, le mec, il est nul. Ouais. Ah, mais pour moi, il est nul. Moi, vraiment, j'ai l'impression de voir, Là, en vrai, je pense que c'est fini. Donc pour Espagne meilleure équipe. Descendre, et justement, du coup, ça me permet de faire la transition avec l'Espagne. C'est que l'Espagne, quelle que soit l'équipe qui joue, quels que soient les joueurs qui vont jouer, bah, ils ont un style de jeu. Ils ont une dynamique. Et eux, c'est très simple. 4-3-3, il n'y a pas de chichi, etc. C'est 4-3-3 et on joue comme ça, peu importe les joueurs, tu vois. Contre l'Albanie, c'était la même. Hein. Contre l'Albanie, ils ont joué en 4-3-3, il y avait Roselu devant, etc. etc. Et c'est là où, pour moi, l'Espagne, elle va, pas facilement, mais elle va écarter la Géorgie. C'est que bah, tu as un milieu de terrain qui va prendre le dessus sur la Géorgie. En nombre et aussi en termes tactiques, etc. Ce que hier le Portugal a pas réussi à faire parce que du coup t'avais que 2 milieux de terrain et t'avais 3 gars sur les corridors à chaque fois. Ouais. Donc hier t'avais quand même un Pedro Neto qui était piston gauche. Hein. Je vous dis ça. Oui, Martinez c'est un génie. Donc voilà. Du coup pour moi l'Espagne normalement devrait passer, mais pas si facilement que ça. Et du coup on parlait de la Suisse, les gars. La Suisse va affronter l'Italie. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'Italie? Bah comme prévu. Hein. Personne pour mettre des buts. C'est ça. Pour moi, c'est une déception. Personne pour mettre des buts. C'est une grosse déception pour moi, l'Italie. Bah, tu t'attendais à quoi en vrai? Quand tu prends l'effectif, tu dis qui c'est qui va mettre des buts? Scamacca? Alors, je suis d'accord avec toi, mais du coup, souviens-toi le Portugal quand on n'avait pas d'attaquant. Ouais. On savait jouer au foot. C'est juste qu'on n'arrivait pas à marquer. C'était quand ça? C'était les années, on va dire les années 98, 2000. 2000, il y avait déjà Paoletta, heureusement. Mais les années 96, 98, on n'avait pas d'avant-centre. Donc on construisait, on était très technique. Il fut un temps, on nous appelait les Brésiliens de l'Europe, tellement c'était flamboyant. C'est pas par rapport à la langue, ça? Non, c'était par rapport au style de jeu. Okay. On était, parce que le jeu, style de jeu était flamboyant, mais on n'arrivait pas à marquer. Et l'Italie, aujourd'hui, c'est pire que ça. Le problème, c'est que après, oui, c'était pauvre. Et quand tu regardes le dernier match qu'ils ont fait du groupe, ils ont commencé à jouer quand ils perdaient à la 80e minute, quoi. C'est ça. Et à partir de la 80e minute, ça pressait, ça devenait intéressant. Ouais. Parce que tout le long du match, c'était la mort. Est-ce qu'on n'a pas déjà vu ça face à l'Espagne? Bah, ouais. Bon, l'Espagne, je pense qu'ils avaient peur de se prendre une rouste. Hein. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont joué autant recroquevillés sur eux-mêmes. Mais tu vois, l'Espagne, par exemple, contre l'Italie, première mi-temps, c'était 0-0. Putain, ça butait contre le mur. Hein. Ça butait contre le mur, ils avaient du mal, etc. Tu vois, donc c'est pour ça que je reviens sur l'Espagne très rapidement pour dire contre un bloc bas, ils ont parfois un peu de mal. Et moi, à l'inverse, c'est l'Italie, quand elle doit faire le jeu, on l'a vu contre l'Albanie, c'est compliqué. C'est compliqué. Et là, contre la Suisse. T'as dit quoi? Il n'y a pas Verratti. C'est ça. Et là, contre la Suisse, je sais pas vous, mais. Ça peut être fatal pour l'Italie. J'espère pas, mais ça peut être fatal. Pour moi, la Suisse est favorite. Par rapport à ce qu'ils ont montré. Par rapport à ce qui a été fourni durant l'Euro. Clairement. Oui, quand même. Après. Par contre, moi, Mais l'Italie reste l'Italie. Par rapport à ce match, j'ai l'impression qu'ils peuvent faire le dos rond, l'Italie. Ouais. Face à la Suisse, surtout qu'en plus il y a un Donnarumma qui est en forme incroyable. Donc qu'est-ce qu'il y a? Tu l'as mis meilleur gardien? Non, mais il manquera Calafiori. Ouais, il jouera pas. Ouais. Qui pour moi est un des meilleurs défenseurs de la compétition.
Ouais, mais tu vois, derrière Donnarumma, il va quand même bien tenir, je pense. Ouais. Si ce n'est peut-être une erreur de relance ou ce genre de choses qui fait. Du moment où il a pas besoin de ses pieds, c'est bon. J'ai du mal à voir quand même la Suisse planter plusieurs buts à l'Italie, tu vois. Et je pense que si l'Italie en prend un, ils peuvent revenir au score. Tu crois? Ouais. Je sais pas. Moi, moi, j'allais dire pour moi, le point faible de la Suisse, c'est Yakin. Où il est capable du meilleur comme du pire. Genre mais vraiment, Steve avant l'a dit, contre l'Écosse, personne n'a compris ce qu'il a fait. Hein. L'enfer contre l'Écosse. Ah ouais, c'est en gros, tu vois le match contre la Hongrie, tu vois le match contre l'Allemagne, tu vois le match contre l'Écosse, l'Écosse. J'ai dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un trou d'air. Ouais, c'est ça. Mais contre l'Allemagne, ça mérite de gagner. Et contre la Hongrie, c'était beau. Et là, t'en as coup, t'as un match au milieu, et il méritait de perdre. Hein. Mais qu'est-ce que vous faites? L'Écosse. D'ailleurs, l'Écosse, c'est pas non plus très très loin de la République tchèque. Hein. Ouais, je suis d'accord. Ouais, c'était très poussif. D'ailleurs, pour cette rencontre Suisse-Italie, petit rappel, parce qu'on a souvent tendance à l'oublier, l'Italie est tenante du titre. Donc c'est très bien qu'ils arrivent en tout cas en 8e. Est-ce que vous savez quand est-ce que la Suisse a battu pour la dernière fois l'Italie? En 1990. Moi, j'aurais dit 2008. Combien? 2008-2009? Ouais. 1997. 97, ok. Alors, avant de vous dire, il y a eu 10 matchs depuis 1994. Je vous fais un petit bilan. Alors, déjà, le bilan général, c'est 29 victoires pour l'Italie, 24 nuls et 8 victoires pour la Suisse. Ça, c'est le bilan général. Depuis 1994, donc depuis la Coupe du Monde aux États-Unis, il y a eu 10 matchs entre la Suisse et l'Italie. Depuis 1994, il y a eu 5-5. 4 victoires pour l'Italie, 6 matchs nuls. Wow. Donc, ça fait 30 ans que la Suisse... non, 3 même. Que la Suisse n'a pas battu l'Italie. En fait, la Suisse a battu l'Italie lors des qualifications pour la Coupe du Monde en 94. Voilà. Et ils étaient dans le même groupe que du coup l'Italie et le Portugal. Et si la Suisse ne battait pas l'Italie, c'était le Portugal qui se qualifiait. Voilà. Et ça, c'est la dernière victoire. C'est la dernière victoire. 3 ans après ça. 2-1 en qualification pour la Coupe du Monde. Donc, c'est la dernière victoire. C'est hallucinant. Ça fait 30 ans qu'ils n'ont pas gagné. Et d'ailleurs, les cotes, je suis allé voir, 29% Suisse, 39% Italie et 32% en prolongation. Voilà. Ouais, donc, sur les 10 derniers matchs, ça se tient. Hein. Mais bon. C'est ça. En fait, les stats aussi, elles sont là pour être sautées à chaque fois. C'est ça. C'est exactement ça. Donc voilà, c'est assez intéressant de voir quand même que la Suisse peut faire l'histoire de deux manières différentes. Hein. Donc voilà pour Suisse-Italie. Ensuite, on a Allemagne-Danemark, les amis. Avant qu'on se prononce sur ce match et les 8e, qu'est-ce que vous avez pensé de l'Allemagne et du coup du Danemark? On commence par l'Allemagne. Est-ce que l'Allemagne fait partie de vos surprises, meilleure équipe? Est-ce qu'il y a des joueurs qui vous ont marqué dans l'équipe allemande? Toujours meilleure équipe, hein, pour moi. Dans les meilleurs, en tout cas. Écoute, vu les dernières compétitions internationales qu'ils avaient fait, vu un peu tous les matchs de préparation, parce que c'était que des matchs de préparation pour le coup, on était là, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette équipe? Un petit garçon est arrivé au nom de Nagelsmann. C'est ça. Et depuis, il a réussi un peu à métamorphoser cette équipe avec des choix pas toujours validés par beaucoup de joueurs, mis de côté. Ouais. Pas convoqués pour certains. Exactement, pas convoqués. Des rappels, des gars qui sont en fin de carrière après cet Euro, qui pour moi est également une des meilleures prestations pour le moment de l'Euro avec Toni Kroos justement. Oui. Donc avec tout ça, à part quelques temps faibles, c'est costaud. Et puis c'est très solide. Ouais, c'est costaud. Et puis pour moi, je mettrais pas surprise, mais je mettrais comme leader Musiala quand même, parce que Musiala, qu'est-ce qu'il joue? Il est d'une technicité, mais total. Franchement, là, je suis beaucoup sur Twitter et puis je vois des gars. Je m'excuse, mais qu'est-ce que Jude a de plus que Musiala? J'ai envie de dire rien.
Moi, je le rappelle tous les jours, hein, chaque fois que Musiala marque, je dis toujours que Jamal est meilleur que Jude. Franchement. Actuellement, oui. Actuellement, en tout cas là, la compétition, il démontre très clairement. C'est une dinguerie. Il a une facilité à se sortir d'un pétrin, il arrive à sortir d'un pressing à 2, même quand il est bloqué contre une ligne de touche, il arrive à faire ces 2 petites touches pour s'en sortir. Là, il a une bonne vision. Double contact, il aime bien. Franchement, moi, je trouve que c'est incroyable. Ouais. Et on n'en parle pas parce que oui, son club a coulé. Ouais. Son club va pas bien, que ce soit du haut jusqu'au terrain. Ouais. Donc du coup, je pense que ça se ressent. Mais individuellement, il est juste incroyable. Ouais. Incroyable. Et du coup, à côté de lui, on en a un autre qui un tout petit peu en dessous, mais qui fait quand même une bonne compétition, c'est Wirtz, qui sort d'une saison incroyable avec le Bayern, qui est d'ailleurs champion d'Allemagne. Pour la première fois de son histoire. Exactement. Wirtz a plutôt bien commencé la compétition. Il a un tout petit peu, face à la Suisse, il était un peu éclipsé parce que, il faut dire la vérité, notre cher ami Xhaka, il a fait un énorme match. Masterclass. Il est aussi dans les mentions, hein, pour ce premier tour avec Xhaka. Ouais, il fait partie des meilleurs milieux, ouais, clairement. Ouais. Mais du coup, c'est vrai que l'Allemagne a quand même une jolie équipe. En tout cas, ces deux-là, milieu de terrain, ils arrivent à bien se compléter et tout. Donc, moi, j'étais étonné, hein, parce que je me disais, bon, ils ont un peu le même profil et tout. Est-ce que ça va réussir à combiner? En fait, ça combine plutôt bien. Et autre fait plutôt étonnant pour l'Allemagne. Musiala et Wirtz. Et autre fait plutôt étonnant, c'est le fait que l'Allemagne joue sans neuf. Parce que Füllkrug, pardon. C'est Kai Havertz qui joue en faux neuf, tu vois, il recule, donc je trouve ça plutôt. Mais il y a eu un sondage récemment auprès des Allemands, de supporters allemands, et sur qui choisir entre Füllkrug. J'ai cru que tu parlais du sondage de ARD. Sur est-ce qu'il y a trop de noirs en équipe d'Allemagne. Ah bon? Ouais, écoute, on change pas les mentalités en Allemagne. Depuis quand les Français ils sont allés en Allemagne? Ah wow. Écoute, j'ai envie de te parler de 39-45, mais c'est pas l'épisode pour. Mais suivez-nous sur. Ouais, le sondage c'était plutôt par rapport à si les supporters allemands préféreraient en neuf Füllkrug ou Kai Havertz, et ça a penché en faveur de Füllkrug. Je comprends. Dans les sondages. Donc, va savoir si Nagelsmann il serait d'humeur à tenter. Le coup, parce que pour moi, en fonction de la défense contre laquelle tu joues, des tactiques en face, avoir un faux neuf ou avoir une vraie pointe, c'est des schémas qui sont différents aussi en attaque. Parce que là, le Danemark, c'est solide quand même. Là, le Danemark, c'est 3 matchs nuls. Il nous faut une Portugal 2016, mais avec plus de jeu, je trouve. Et j'ai envie de mettre à l'honneur Eriksen aussi. Du Danemark. Ouais. Moi, je trouve que c'est les dudes juste derrière qui font le taf pour moi. Hjulmand, pour moi, il fait une compétition hallucinante. Il vient pas d'une crise cardiaque. Oui, non, mais je suis d'accord. Puis il fait le taf. Hein. Ouais. Alors, il fait le taf. Il joue bien. Pour moi. On parle du Danemark. Hein, mais pour moi, Højbjerg. Qui joue pas United. Ouais, ça c'est vrai ça. On parle d'un gars, tu vois ce que je veux dire, avec tout ce qu'il a vécu. Højbjerg. Moi, je trouve qu'il fait une énorme compétition. Pierre-Emile. Ouais, je trouve qu'il fait une énorme compétition. Un peu mitigé. Moi, en tout cas, en termes de stats. Alors, moi, j'ai vu 2 matchs du Danemark. Le 3e, je me souviens plus. Mais les 2 matchs que j'ai vus, alors, du coup, je suis très content parce que mon petit Hjulmand, il fait. Ouais. C'est assez. Il a mis une frappe, tout le monde. Pas du tout. Si c'était que ça. Non, il est. Je crois que d'ailleurs, qu'il joue pas les 8e. Ouais, je sais pas s'il a pris carton jaune. Ouais, je crois qu'il a eu 2 jaunes. Ouais. Donc, je crois que malheureusement, il jouera pas contre l'Allemagne. Mais Højbjerg, il est très solide derrière, avec du coup Hjulmand. Ouais. Après, peut-être que je suis mitigé parce que moi, je le vois en Angleterre. Et il a un registre plus haut, quand même. Ouais, là, il est 6. Enfin, quand je dis plus haut, il se projette plus. Non, là, beaucoup il joue moins. quand même bas à Tottenham, mais il se projette plus. Non, là, beaucoup moins, parce que du coup, t'as Eriksen devant. Ouais, c'est peut-être ça. C'est peut-être aussi pour ça. Il joue en 10, Pardon? Eriksen, il joue en 10. Là, actuellement, ouais. Mais d'ailleurs, Danemark, moi, j'ai trouvé une belle équipe. C'est juste qu'ils ont beaucoup de mal à concrétiser. C'est assez hallucinant. Et du coup, dans l'équipe du Danemark, vous avez des joueurs que vous avez retenus? Moi, j'ai Hjulmand, comme je vous ai dit.
Moi, il est dans mon 11 de l'Euro. Hein. Je sais pas, moi j'ai juste une petite mention pour Eriksen. C'est tout. Ouais, collectif. Ouais. Pas forcément la défense. Pas forcément la défense. Je pense que Simon Kjær, il aurait vraiment fait du bien en termes de solidité et d'expérience. Parce qu'il y a encore eu pas mal d'erreurs, j'ai trouvé, au niveau défensif. Surtout sur les latéraux. Hein. Ouais. Donc, voilà. Intéressant collectivement. Très, très satisfait du premier match de Eriksen. Celui contre... Le deuxième match, c'était contre l'Angleterre. Je l'ai pas trouvé game changer, mais voilà, c'est plutôt collectif pour moi. Du coup, je vous propose de passer aux stats, parce que pour ce match aussi, j'ai des stats. Le Danemark ne bat plus l'Allemagne depuis 2007. 1992. Et le titre 2007. Et justement, je l'ai noté ça. Parce que ça, c'est clairement la revanche de la finale de l'Euro 92. Quand le Danemark a dû remplacer la Yougoslavie, qui était en guerre à l'époque, qui était en train de splitter, justement, et qui est devenu, à la surprise générale, champion d'Europe. Alors qu'en plus, ils ont perdu le premier match. Hein. Alors, je me souviens pas de leur parcours. Moi, je me souviens très bien. J'étais pas très haut. C'est vrai, ça, ouais. Et du coup, ils ont battu en finale l'Allemagne de Klinsmann, Rudi Völler, Andreas Brehme, etc., qui 2 ans avant avaient fait la finale de la Coupe du Monde, perdu également contre l'Argentine au penalty. Donc voilà, c'est une grosse Allemagne qu'ils ont battue. Donc là, on peut clairement dire que c'est la revanche. En tout cas, je pense que pour beaucoup d'Allemands, ça sera en tête. Et autre stat assez hallucinante. La plupart des joueurs, ils étaient même pas nés. Ça, c'est vrai. Ouais, c'était à plus de 30 ans. C'était à 32 ans. Et stat hyper intéressante, les 2 dernières confrontations entre l'Allemagne et le Danemark, vous savez quel a été le résultat? Les 2 dernières. 3-3. 3-0. 1-1. 1-1, les 2 dernières confrontations. Donc peut-être ça nous donne une piste. Et c'était quand? C'était 2017 et 2021. Ou 2020, je sais plus. Après, il faut quand même prendre en compte que l'Allemagne joue à domicile. Hein. Ouais. Voilà. Ouais. Oui, mais bien sûr, ça change énormément. Sauf s'ils jouent la Turquie. Là, c'est ce que j'allais dire. On a joué contre la Turquie chez eux. Enfin, pardon, c'était en Allemagne, mais bref. D'ailleurs, 1-1, c'est les 2 résultats sur 3 obtenus par le Danemark en phase de groupe. Voilà, donc ça c'est aussi... Et l'autre c'est 0-0. Et l'autre c'est 0-0, voilà. Exactement. Donc c'est assez intéressant de noter que voilà, c'est un résultat qui revient souvent. Bon, on va mettre prolongation, ça c'est fait. L'autre match, et là du coup je suis très curieux d'entendre notre cher ami Ulysse, et surtout de l'entendre chanter, Angleterre-Slovaquie. It's not coming home. Angleterre, on est d'accord pour dire que c'est une grosse déception. C'est une fraude fiscale. Alors fraude, je sais pas, mais en tout cas c'est une grosse déception. Je trouve que c'est un des plus catastrophiques parmi les gros. Hein. C'est fou comment lors du dernier match là contre la Slovénie, si je me trompe pas. Oui. Lorsque Cole Palmer, d'abord Maino et Cole Palmer sont rentrés successivement. Oui. La dynamique a changé totalement. Du tout au tout. Ouais. Cole Palmer, il attirait l'ensemble, enfin, je vais pas dire l'ensemble, mais énormément de ballons sur les phases offensives. Il était en jambes. Il était à droite, hein. Il a été placé à droite. Ouais, il y a des moments. Il piquait à l'intérieur. Exactement, c'est ça. Il y a même eu 1-2 situations où il était sur la gauche, mais voilà, en tout cas, il allait directement provoquer. Ils ont été beaucoup plus incisifs et menaçants, en fait, en sa présence. Et avec Maino aussi, qui a touché largement plus de ballons, par exemple, que Gallagher a pu toucher en première mi-temps. Il a fait une magnifique petite passe à Harry Kane, là. Ouais. Et en fait, ça me dit, j'espère que Gareth Southgate, avec sa tête bornée là, il a pris des notes quand même, tu vois. Mais on aura la tête de tous ces sélectionneurs un jour, crois-moi. Parce que il est capable de remettre de nouveau Saka sur le côté droit et Foden encore à gauche. C'est ce qu'il va faire. Ce qu'il va faire. Foden, est-ce qu'il sera rentré? Ouais, je pense quand même. Peut-être. Je pense. Moi, je peux déjà vous donner le 11 de l'Angleterre. Hein. Prenez le premier match, prenez le deuxième match, c'est le même. Bien sûr. Voilà. Trent de nouveau? Sûr. Ouais, tu vois. Ouais. Ah ouais. Non, surtout contre. Ah si. Il va peut-être mettre Calvin Phillips. Surtout contre la. On n'a toujours pas trouvé Calvin Phillips. C'est ce que j'allais dire. Mais quel. Comment dire. Moi j'ai vraiment
l'impression que beaucoup de sélectionneurs, et du coup je vais inclure Deschamps dedans. Bah oui, on aura la peau de ces bornés, ouais, mais c'est incroyable. En fait, je comprends pas que ces gars, encore une fois, eux ils sont payés pour, hein. Donc ils connaissent beaucoup plus le football que nous, évidemment. Mais de l'extérieur, moi j'ai du mal à comprendre que ils voient pas ce que nous, et si c'était que nous trois, mais mec, c'est quasiment unanime, qu'ils voient pas en fait. Et tu prends l'Angleterre, bah, tout le monde dit mais qu'est-ce que Foden fout à gauche? Tout le monde dit mais pourquoi Palmer il joue pas plus? Tout le monde dit mais mec pourquoi tu t'obstines à mettre Bellingham en 10? Ouais, ou même Alexander, c'est ça. Pour moi le alors premier truc c'est un joyau sur le banc. Mais mec, c'est une dinguerie ça quand même. Parce que je l'ai dit au tout premier match, c'est difficile quand même pour un coach de dire je vais me passer d'un gars comme Trent. Ouais. Sa qualité de passe, sa qualité de centre, sa qualité de frappe aussi, en font quand même un joueur valuable. Ouais, surtout que les derniers matchs avec Liverpool, Klopp le met à cette place-là. Tu vois, il le mettait juste devant la défense. Donc, par contre, malheureusement pour moi, dans son bagage, il apporte aussi beaucoup de lacunes. Et ça dessert en fait. Ça dessert. Voilà. D'ailleurs, pour la petite stat, et après on passe aux joueurs que vous avez aimés ou pas, etc. La Slovaquie n'a jamais battu l'Angleterre. 6 matchs. J'allais dire, ils ont joué 4 fois contre. 6 matchs, 5 victoires anglaises, un seul nul. Et au niveau des cotes, ça se ressent. 68% pour l'Angleterre, 21% en prolongation et que 11% je pense pas que ça va changer. Hein. Je pense pas que ça va changer. Normalement, l'Angleterre doit passer. Bien sûr. Tu vois. À la raclette, mais ça passe. Ouais. Non. On a peut-être un 1-0, 2-0 à la limite. C'est comme on dit tout le temps, hein, c'est un nouveau tournoi. Hein. Là, oui, c'est la France en sait quelque chose. Hein. C'est une toute nouvelle compétition. C'est une nouvelle compétition. Hein. C'est ça, ouais. Du coup, en Angleterre, est-ce qu'il y a des joueurs qui vous ont marqué ou à l'inverse déçus? Bellingham, quoi. Qui t'a marqué? Non. Il t'a déçu? Bah. Enfin, il n'a pas été nommé homme du match pourtant le premier match. Ouais, premier match. Bon, premier match, il fait un gros match. Oui, hein. mais après. Ouais. Deuxième match, ça va encore, mais là, c'est vrai que le dernier match qu'ils font contre la Slovénie est pour. Moi, les gars, Declan Rice et Walker. Non, ils sont bons, eux. Oui, justement. Ah, ok. Sinon, bah oui, Trent Alexander-Arnold, c'est compliqué. Kane. Pas bon, justement. Hein. Ouais. Kane, pour moi, c'est une déception. Hein. Mais Kane, il est comme ça en Angleterre. Hein. Il marque quand il a des opportunités et tout ça. Ouais. Il peut faire plusieurs matchs. Il peut faire plusieurs minutes, vraiment de longues séquences, sans qu'on le voit, par exemple, dans la surface et tout ça. Mais dès qu'il aura 2 ballons, il va te les mettre. Bah, il décroche tellement maintenant. Donc et c'est aussi ça. En vrai, à la base, c'est un pur neuf, mais t'as l'impression qu'il a le même rôle que Kai Havertz, par exemple, tout en Allemagne. Exactement. Tu vois. Il décroche énormément. Il joue presque comme un faux neuf maintenant. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il a une super qualité de passe, hein, mine de rien. Typiquement, pour moi, c'était le match contre la Serbie. Kane, sa deuxième mi-temps, je l'ai trouvé. J'ai senti qu'en fait, c'est un grand attaquant. Il a contre la Serbie, c'est lui qui marque, non? Ou c'est Bellingham? Non, c'est Bellingham. C'est Bellingham de la tête. Contre la Serbie, lui, il tire sur la latte, si je me trompe pas. Mais en deuxième mi-temps, il gagne tous ses duels aériens. Ouais. Il est tout le temps bien placé pour recevoir les ballons qui sont dégagés parce que l'Angleterre jouait tout derrière. Il les récupère, il prend la faute, il prend une deuxième faute, ça fait avancer le bloc. Où il joue pivot, il peut servir sur les côtés. Là, je me suis senti, j'ai dit, ouais, mais en regardant ce gars, tu sens que c'est un gars qui a une autre classe. Il n'est pas dans la surface en train de marquer là en ce moment, mais ce qu'il fait pour son équipe, je pense que si c'était Ollie Watkins par exemple, qui est un très bon joueur aussi, ça aurait pas eu le même rendement en fait. Moi, un autre joueur qui me déçoit, qui m'a déçu, c'est Foden. Je m'attendais à beaucoup plus, même s'il joue pas à son poste. C'est normal, sa femme elle était enceinte, tout, elle vient d'accoucher. Oui, mais n'empêche que moi je l'attendais vraiment. Elle va revenir. Bam boum, rac tac tac. Non, moi je m'attendais vraiment à ce qu'il. Oui, bah écoute, moi je l'ai mis comme joueur de la compétition dans mes pronostics, donc je suis déjà foutu. Ouais, c'est compliqué, ouais. C'est compliqué. Bah c'est une nouvelle compétition, attention. Mais comme vous disiez la dernière fois, là je crois que maintenant il y en a un ou deux, mais
quel Citizen performe. Akanji. Kyle Walker. C'est pour ça, maintenant, il y en a un ou deux. Ouais. Mais la dernière fois qu'on s'est vu, on était là, Gvardiol, je m'attendais tellement à plus. Pour moi, c'est une déception. Hein. Gvardiol, enfin, la Croatie. C'est une déception. Dedans, je mets Gvardiol, évidemment. Donc, je m'attendais à beaucoup plus. Je parle de Kovacic, on l'a pas beaucoup vu non plus. Hein. Ouais, mais moi, je m'attendais à rien. Ah, ok. Donc, moi, c'est un gars de City, quand même. Oui, c'est un gars de City, mais je m'attendais pas ok. Tu vois. Alors, je m'attendais beaucoup plus, et ça, je vous l'avais dit, de la Croatie. Je m'attendais vraiment à ce que le milieu de terrain joue et tout. Et il semble. Pas du tout. On passe. Moi, juste, excuse-moi, pour revenir sur Declan Rice, il a un volume de jeu qui est, j'ai l'impression, le même à Arsenal qu'en équipe d'Angleterre. Genre, en Angleterre, tu le vois, il court partout. Là, c'est pareil. Ouais, justement, en Angleterre, enfin, en équipe d'Angleterre, c'est ça que je veux dire. Il court partout. Okay. Dès qu'il va perdre un ballon, par exemple, sur un geste technique qu'il aura tenté, c'est vrai qu'il a, il a la dalle, il va récupérer et ensuite donner sur le côté, il propose. Et, il a une bonne mentalité, ce gars. Ouais, il a une très très bonne mentalité. Moi, c'est le gars qui perd le ballon et qui balance les bras en bas et puis qui... Marc Guéhi, moi, pour moi, c'est une bonne surprise. Parce qu'il joue? Et parce qu'il joue bien. Qui ça t'as dit? Ça va. Marc Guéhi. C'est le défenseur central. Crystal Palace. Franchement, moi, je m'attendais pas à ce niveau. Moi, je l'ai vu très peu jouer en PL, tu vois. Donc là, de le voir à côté de Stones et de voir que c'est souvent Stones qui est pas très bon et t'as Guéhi qui le couvre, etc. Moi, j'étais étonné. Par rapport à ce qu'on pouvait attendre de lui, je peux comprendre. Moi, je m'attendais à l'inverse. Tu vois, parce que Guéhi, il a quoi, 23 ans, 22 ans? Il est jeune, non? 23-24. Ouais, c'est ça, tu vois. Donc, il a quasiment pas d'expérience internationale. Et là, les matchs, tu vois, c'est souvent l'inverse. C'est souvent Guéhi qui venait secourir Stones. Par exemple, la Slovénie, Šeško, il a piqué quand même. Tu vois, donc voilà. On va passer à un très gros choc, les amis. Là, je veux vraiment avoir votre avis. Roumanie, non, pas du tout. France-Belgique. On connaît. On connaît. Ah, ok. Bon, alors, on va passer à Autriche. Non, mais attends. Bon. Deux déceptions de 7 €. Déjà. 2 grosses déceptions de 7 €. 2 déceptions. D'accord. Je veux bien par rapport aux attentes qui sont fixées pour la France. Par rapport aux attentes. Mais il n'y a pas de défaite, déjà. Non. Maintenant, côté Belgique, les gars, pour avoir vu les matchs. Il n'y a pas de défaite non plus. Côté Belgique, mais si, le premier match contre la Slovaquie. 0 contre la Slovaquie. Ah oui, c'est parce qu'ils ont les buts annulés, là, c'est juste ça. Les Romelu Lukaku. Lukaku, il a quoi? 3 buts annulés, non? C'est le meilleur buteur de l'Euro. En vrai de vrai, je suis même pas là pour le tailler, le pauvre, parce que. Le pauvre de quoi? Je vois les buts qu'il met, qui sont refusés donc. Ouais. Et ils sont beaux quand même. Ils sont quand même beaux. C'est ça qui est fulgurant avec lui, c'est que le mec, il est à 3 mètres de la ligne, il rate. Ouais. C'est une dinguerie. Il rate. Par contre, il marque des buts de dingue, mais hors jeu. Mais là, je vous rejoins. Moi, j'ai mis la Belgique dans mes déceptions. Main de Openda. Oh là là. Moi, j'ai mis la Belgique dans mes déceptions, mais j'ai pas mis la France. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que pour moi, la France, elle a fait le job. Elle a pas mal joué. Et force est de constater que... Attends, le job, c'est le premier. Donc elle l'a pas fait. Mal joué ou pas mal joué? Elle a pas si mal joué que ça. Ah. Non, c'est un problème d'efficacité beaucoup. Moi, je trouve. Oui. Mbappé qui rate le pied ouvert et tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Tout le monde. Giroud, et puis le gardien polonais remplaçant, mec. Ouais. Énorme match. Mec. Énorme match. Remplaçant en plus. Énorme match. Donc non, moi Mécano qui a montré son vrai niveau. Moi, c'est Saliba. Non, mais montrer son vrai niveau en provoquant le penalty. C'est ça que je veux dire. Parce que moi, j'allais dire, moi, je le trouve pas très. Justement. Ça pour moi, ça c'est. Saliba, Saliba, pour moi, Saliba, il est monstrueux. Et Hernandez aussi. Et puis c'est la. Lucas Théo. Là, c'est Théo. Ah, si, il est bon. Il est pas mal. Moi, c'est Saliba qui m'a marqué. Saliba, qui était à la base pas du tout prévu. Mais il joue pas à gauche normalement. En plus, ouais. Il y a voilà, que lui qui peut jouer à gauche en équipe de France, alors que normalement, il joue à droite, et à droite, il propose plus dans la créativité, normalement. En même temps, il a joué 100% des minutes avec Arsenal. Saliba ? Cette année ? Saliba, il a joué 100% des minutes
d'Arsenal. C'est vrai? Ah, il est Pas raté monstrueux. un match, pas Waouh. sorti une fois. Il a fait. C'est une première. En PL ouais. ou même en Champions? Tout. Il a pas. Alors, je vais pas dire des bêtises, mais en tout cas en PL. Ok, en PL. C'est sûr, il a fait 100% des matchs et c'est une première. C'est énorme. 100% des c'est minutes 38 jouées. matchs. Hein. C'est une dinguerie. C'est hardcore. Et c'est 38 matchs dans le plus grand championnat. Hein. Ouais. Donc il a fait 94, 95 fois 38 minutes. 38. Mais ça se voit. Moi, je trouve qu'il a vraiment un énorme. Moi, j'ai bien regardé justement parce que à la base, ça devait pas être lui. Ouais. Et du coup, j'étais là, mais s'il vous plaît, mettez-le. Lucas Hernandez, tu penses, ça devait être? Non, c'était Upamecano et puis Konaté normalement. Ah bon? Non. La charnière centrale. J'aurais dit Lucas Hernandez. La charnière centrale de l'équipe de France jusqu'à la première composition, c'était ça. On va aller regarder les matchs de préparation. Oh non, moi je te crois. Saliba, il avait. Et puis encore un autre aussi qui m'a surpris vraiment bien, c'est Jules Koundé. Alors justement, je le disais juste avant là. Pour moi, Koundé à droite, il fait le taf. Hein. Clairement, oui. Et un autre. Défensivement. Oui, défensivement. Oui, parce qu'il monte pas. Offensivement, offensivement. Mais après, voilà, c'est une défense à 4. C'est pas. On va dire ça à Théo. C'est pas un piston. C'est ce que j'allais dire. Théo, ce que je veux dire. Mais c'est pour ça que Rabiot y joue. Et moi, je voulais revenir sur Rabiot. Pour moi, Rabiot, j'aime pas ce joueur. Et là. Il joue très très bien. Ah là, il est exceptionnel. Il joue très très bien. C'est pour ça que Kanté peut beaucoup plus se projeter lui aussi. Il a fait un homme. Kanté, en fait, contre l'Espagne, il était pas terrible. Contre la Pologne, c'était compliqué. Il a eu 2 pertes de balles d'affilée là, bam. 7 pertes de balles contre la Pologne. Il a eu un couac. Sur 10 Donc en fait, le problème de la France, c'est devant, quoi. Bien sûr. C'est devant, alors que c'est là où c'est le plus fourni, quoi. Pour moi, Barcola, il a fait une excellente. Barcola, incroyable. Il a fait une excellente partie. Il a éteint Thuram 5 fois. Thuram, pour moi, il doit pas revenir. Mais il va jamais même. Donc c'est pour ça que moi je mets pas la France en déception, parce que moi au final, tu veux dire quoi? Ils ont pas fini premier. Non, oui, mais de là à dire que c'est une déception, pour moi c'est pas une déception. Tu vois ce que je veux dire? Parce que en face, je suis désolé. Ils ont eu des occasions. Ils ont eu des occasions, ils en ont eu. Ouais, c'est une certitude. Ils ont buté, il y a eu maladresse, ils ont buté sur un bon gardien, mais ça doit mettre quasiment 3 buts par match. Mais même le match contre les Pays-Bas, hein. Bon, bien tu sûr. me diras, il y avait pas Mbappé, d'accord, ça a énormément affaibli le schéma offensif de la France. Qui loupe 2 immanquables. Rabiot qui au lieu de marquer fait une passe. Pour moi, c'est Rabiot, c'est pas Griezmann sur cette action-là. Oui, mais n'empêche que Griezmann mais de derrière Griezmann, il doit laisser le pied. Enfin, par contre, l'autre où il contrôle et puis qui se jette, ça pour moi mais l'autre pour moi c'est Rabiot parce que Rabiot doit finir, et s'il finit pas, il doit la mettre devant Griezmann, pas derrière. Là, Griezmann, le truc là où je te suis, Sandro, c'est que j'ai l'impression que c'est quelques ajustements qui peuvent faire toute la différence. Ah, moi, clairement. Pour moi, la France continue à être, c'est Thuram, déjà. La Belgique. Moi, je dis attention à la Belgique. Déjà, moi, je vous dis attention. Un bon point et qui a pas mal changé de choses en Belgique, c'est la titularisation de Arthur Théâtre. Depuis qu'il l'a mis au 2e match à gauche, ça va bien mieux. Je sais pas qui avant. Timothy Castagne, il joue à droite. Okay. Castagne. Je sais plus qui y avait, mais le premier match Touffu, là, je sais plus comment il s'appelle en défense centrale. Wout Faes, mais lui, il est en centrale. Oui, centrale. À côté, t'as Vertonghen de Bast. Qui est là, ouais. Et du coup, à gauche, t'as Théâtre maintenant. Et le premier match, j'aurais plus te dire qui c'était, mais attendez. Mais premier match, il avait mis Yuri Tillmans. Piston Carrasco. Ah putain. Hier, c'était une catastrophe. Et devant lui, Doku. Donc tu peux imaginer en fait, c'est Martinez, il a laissé des notes et du coup c'est ça. C'est Domenico Tedesco qui a repris non mais n'importe quoi. Bref. Mais moi je dis attention la Belgique. Et le fait d'avoir mis Tillmans aussi au 2e match, ça a fait du bien, clairement. Et même il a fait au 3e match. Deuxième match pour lui, déjà. Et rien que ça a quand même stabilisé d'une certaine manière. Mais par contre, leur dernier match, t'as envie de les gifler. C'est ça en fait. C'est une honte de jouer comme ça. Mais vous avez vu, le problème pour moi de la Belgique, c'est au niveau mental. Oui, bien sûr. Tu
peux pas. C'est le Paris Saint-Germain, c'était alors qu'il y a plus Courtois. Ouais. Mais tu peux pas venir et avoir cette mentalité-là. Je suis d'accord. C'est pas normal. Tu joues le dernier match contre l'Ukraine, tu peux terminer premier, éviter la France du coup, passer de l'autre côté. Ça mine de rien, c'est incroyable ça. Ouais. Je le disais en off à Steve. De l'autre côté, il faut savoir que une des 4 équipes que je vais vous citer sera demi-finaliste. Autriche, Turquie, Roumanie, Pays-Bas. Une de ces 4 sera demi-finaliste. Donc du coup, évidemment que moi je suis supporter belge, je pète un plomb moi. Ouais. Évidemment. Et d'ailleurs pour en revenir, France aurait dû être là-bas. Et d'ailleurs pour en revenir à ce match France-Belgique, au niveau des cotes, je crois que les gens sont optimistes. Non, 50-50 ça. Hein. Non, mais optimiste par rapport à la Belgique. Ouais, alors en tout cas, c'est 50% France, 30% prolongation, 20% Belgique. Donc c'est pas si. Il donne là comme la France, hein. Ouais, ils mettent évidemment. Non, mais tout le monde met la France là. Quand tu vois le niveau de la Belgique. Ils ont un ascendant psychologique déjà. Justement, l'ascendant psychologique, il s'est fait lors des 2 dernières victoires. On m'a annoncé d'ailleurs à l'oreillette on m'a donné avant l'épisode à l'oreillette l'info que Umtiti allait être de retour. pour casser la danse. Oh, wow. C'est lui qui va donner le coup d'envoi. Ce serait énorme ça. Les 2 dernières victoires de la France contre la Belgique. Bon, Steve, du coup, tu le sais, je te l'ai dit. Oui. Ulysse, tu sais quand c'était les 2 dernières victoires de la France contre la Belgique? 2018. Ça, c'est une des 2. Et c'est les 2 derniers titres de la France. 2021. Non, mais il y a cette nouvelle compétition qui a été instaurée là, tu sais. Ah oui. Bref. Pardon. Non, mais ça reste quand même une compétition. Les équipes jouent pas si à la légère que ça. Le Portugal, ils ont gagné une fois, c'est pour ça. Merci. Donc les 2 dernières victoires de la France contre la Belgique, c'était demi-finale Coupe du Monde 2018 et la France va au bout. Demi-finale la Ligue des Nations 2021 et la France va au bout. Voilà. Donc est-ce que là c'est pas une demi-finale, ça compte pas. Les 203, stats, ouais, c'est pas faux. Allez, c'est pas faux. Au total, petit bilan, rapide, 75 matchs au total. Voilà, ça, c'est des confrontations, pas 4 matchs, pas. Alors, 75 matchs au total. Alors, il y a 19 nuls. Ok. Essayez de trouver les 56 autres matchs, comment ils sont répartis. 56 matchs, 42 pour la France. 42 pour la France? Ouais. Sur 56? Moi, je dis. Ça fait beaucoup, quoi. Moi, je dis 36. Pour la France? Ouais. 75 matchs au total, 19 nuls, 26 victoires françaises, 30 victoires belges. Pardon. Les Belges, ils ont gagné 30 fois contre la France. On parle du foot, là? Ouais. La Belgique a une bonne... c'est un des rares pays dans le monde qui a une stat positive contre la France. Donc, et d'ailleurs, pour la petite histoire, ça va être très très drôle. Ils sont dans le même groupe en Ligue des Nations et ils s'affrontent en septembre et octobre 2024. Ils ont beaucoup joué la France à l'époque d'Enzo Schifo, je pense. Je pense aussi, ouais. Je pense que Marc Wilmots a aussi tapé un petit peu la France. Marc Wilmots, c'est années 90. C'est l'époque de Cantona Papin, c'est l'époque où il gagnait pas grand chose. Ouais, c'est vrai. Il y avait beaucoup de conflits à cette époque en France. Exactement, Marseille PSG, c'était compliqué. On arrive au match Autriche-Turquie. Ça va être intéressant. Ouais, et vraiment. Moi, c'est pour ça que j'atténue un petit peu 2 cartons rouges à 1. Mec, d'ailleurs, Turquie-République tchèque, c'est parti en couille. Ouais. République tchèque, 18 cartons. République tchèque, Turquie. Parce qu'ils ont eu 2 cartons jaunes rapides aussi. Enfin, le carton rouge, ça fait quand même 18. Puis l'Autriche, oubliez pas le match contre la France. Alors, pas que contre la France. Parce que c'était, je crois que c'est 7 cartons jaunes l'Autriche. Dans le match entier. Ouais. Ah, ok, d'accord. Je crois que tu disais côté. Parce que. Non, 18 dans le match entier. France-Autriche, je crois que c'est 7 cartons jaunes pour les Autrichiens. Oui. Et c'est 7 fautes en les 20-30 premières minutes. Et je crois que Danso en prend 4 de cartons. Du coup, pour moi, l'Autriche, c'est pour ça qu'avant je voulais atténuer la France, mais j'attendais d'arriver à l'Autriche. Pour moi, l'Autriche est une énorme surprise de cette compétition. Ah! Pour moi, oui, à tous les niveaux. C'est encore une fois, moi je comprends. Moi, je me mets à votre place. Je détesterais cette équipe. J'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que moi, de voir une sélection taper de manière violente mon pays, enfin taper, je parle physiquement. Je parle pas de taper sur au niveau du résultat. Moi, ça m'énerverait, tu vois. Mais là, l'Autriche, pour moi, elle est en train de faire une compétition phénoménale. En fait, pour moi, ça m'a énervé parce que
quand on a fait l'épisode d'avant, donc pour de présentation de l'Euro, je vous avais dit, les gars, faites attention à l'Autriche. L'Autriche, ils sont sur une très bonne passe. Ils jouent bien en ce moment et tout ça. Et le fait d'avoir vu que contre la France, ils ont pas joué, mais plutôt tenté de castagner. Bah, en fait, là où ça m'a énervé, c'est que je me suis dit, c'est ça les intentions avec lesquelles vous venez à l'Euro. Dès que vous allez jouer contre une grosse équipe, vous n'allez pas jouer, alors que vous avez les moyens de le faire. Vous l'avez montré maintes fois. Et même le match d'avant, les 2 matchs. Oui, bon. Ouais, bah oui. Mais ça, c'est au moment de la France. Mais oui, mais le premier match. Ouais, mais après, les 2 matchs qu'ils font après. Les 2 matchs, bah voilà. Là, j'ai retrouvé ceux sur lesquels j'avais mis une petite pièce en me disant qu'eux, ils pourraient aller en quart. Ouais, toi, tu les voyais bien, voilà, faire un parcours plutôt intéressant. Là, le fait est que, bah, je vous l'ai dit avant, ils sont dans un carré qui peut les mener en demi-finale. Pour moi, ça va en quart. En tout cas, ils ont la possibilité de battre la Turquie. C'est un match qui se joue à Leipzig qui est pas très loin de l'Autriche. C'est exactement ça. Avec mais enfin c'est Red Bull. Les Red Bull, c'est l'Autriche, c'est Salzbourg, c'est enfin. D'ailleurs, mais la Turquie, c'est chez eux où? Un peu partout en Allemagne. Mais il faut savoir que le dernier match qu'il y a eu, du coup toi tu le sais Steve, oui, je sais. dernière confrontation entre l'Autriche et la Turquie, c'était en mars 2024 les amis. Préparation pour l'Euro. C'est l'Autriche qui a gagné. Combien? Gagné, c'est pas 3-0. Les mecs, ils leur ont mis un score de tennis, mec. 6-1. Ouais. Ah, mais justement, ça faisait partie, en fait, de ce que j'avais pu voir. Et Hakan, le meilleur milieu de terrain d'Europe. On en avait parlé, et puis je vous ai dit qu'il manquait justement leurs 2 défenseurs aux Turcs. Bon, il y avait des Mirel quand même, hein. Ouais, c'est bien ce que je dis. Il manquait leurs 2 défenseurs. Les 2 derniers matchs. Le latéral droite de Fenerbahçe, là. Je sais plus comment il s'appelle. Non. Je sais jamais leur nom. C'est Celik, le défenseur droit? Non, c'est droite ou gauche, maintenant je sais plus. C'est le joueur de Fenerbahçe avec les cheveux un peu. C'est Sean Paul. Hein? La teinture. Non, pas la teinture. C'est Sean Paul. Tu parles de Sean Paul, toi? Non. Fatigué. Pour moi, c'est Sean Paul. Il y avait pas Çalhanoğlu non plus. Après. Si, il y avait Çalhanoğlu, justement. C'est lui qui a marqué de penalty contre l'Autriche. C'est un match à élimination directe. On est en phase finale de l'Euro. Les choses peuvent être différentes. Katioglu, c'est le latéral gauche de Fenerbahçe. D'ailleurs, je vois quand même l'Autriche passer. Moi, je vois l'Autriche non seulement passer, mais pouvoir aller, pourquoi pas en demi, parce que l'Autriche a battu qui pour se qualifier en premier? Les Pays-Bas. Qui va retrouver en quart de finale. Qui risque de retrouver en quart de finale, parce que du coup, on a un Roumanie-Pays-Bas, les amis. Roumanie qui est la surprise. Bah, en fait, c'est leur premier match. C'est le premier match qui fait qu'ils sont là. La Roumanie, 3-0 à l'Ukraine. 3-0 l'Ukraine, c'est ce qui les a sauvés. Parce qu'il faut pas oublier que dans ce groupe, ils ont tous fini à 4 points. Oui, exactement. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui a fait que... C'est ça qui détruit cette malheureuse Ukraine. Moi, je suis très très triste pour l'Ukraine. Et ce 3-0, ça premier du groupe. Hein. Ouais, c'est ce qui leur permet d'être premier du groupe. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui fait que la Slovaquie, non, c'était le Danemark et la Slovénie, je crois. Ouais, le carton jaune de l'adjoint du coach. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Je te jure que non. Ce qui fait que le Danemark passe en deuxième et pas la Slovénie, c'est parce qu'ils étaient dans le même groupe de qualification et la Danemark était devant la Slovénie. C'est une blague. Non, c'est sérieux. Parce qu'ils avaient tout égalité. C'était 6 cartons jaunes des deux côtés. Ouais, 6 cartons jaunes des deux côtés. Ouais. Okay. Bon, ok. Ouais. Donc du coup. A priori, j'ai vu qu'il y avait le carton jaune de l'adjoint et j'ai vu aussi que a priori, j'ai pas été checké, mais que ça serait la 8e règle en cas d'égalité de l'UEFA qui a fait foi justement. Ouais. Pour pouvoir choisir qui était exactement pour les départager. Donc sachant que c'est la victoire, différence de but, et jusqu'à la 8e règle. J'ai un tableau Excel, ça m'a foiré le tableau. Hein. Ça m'a mis plein de bugs et tout, c'est horrible. Donc du coup Roumanie-Pays-Bas qui est du même côté du coup que l'Autriche-Turquie. Roumanie, grosse surprise. Pays-Bas, moi je sais pas trop quoi penser d'eux. Je vois certaines phases intéressantes. Je vois un Memphis Depay que j'ai envie de taper parce que son bandeau sur la tête, c'est quoi ça? Ça va pas ou quoi de mettre ça au foot? Je vois un Pays-Bas comme celui que j'ai vu en 2022.
Ouais, j'allais dire, pour moi, c'est... 2022, on savait pas trop quoi penser. Après, il y a eu moi, je trouve qu'ils ont fait un bon parcours en 22. Hein. Mais parce que ça a changé. Parce que ça a changé au niveau de la stratégie au milieu de la compétition. Le même sélectionneur non plus. Je sais pas, je les vois moins bons qu'en 22, moi. Je sais pas pourquoi. Déjà, le milieu, Frankie de Jong, déjà, il est pas là. Et ça se sent. Après, Reinders, pour moi, est une excellente surprise. J'ai pas du tout suivi la saison qu'il a fait à Milan, mais là, moi, je trouve qu'il est plutôt intéressant, tu vois. Il a pas toujours été titulaire, mais non. Non, pas du tout même. Mais là, je trouve qu'il est plutôt intéressant dans le dynamisme qu'il apporte en tant que 8 au milieu de terrain. Gakpo, c'est pas mauvais, hein. C'est pareil, je m'attendais pas à grand chose, donc je trouve qu'il est plutôt intéressant avec les Pays-Bas. Quand il a un jeu qui lui permet de s'exprimer et qui va mieux avec son style de jeu, contrairement à Liverpool. Là, c'est clairement dans le sens. Par contre, en parlant de Liverpool, il y a Virgil van Dijk aussi qui fait une compétition incroyable. Il est horrible. C'est une catastrophe. Hein. Non, mais tous les matchs, il y en a pas un où tu te dis tous les matchs. C'est lui qui couvre leur jeu là sur le dernier but avec sa manière de défendre un peu. Il marche tellement le gars, enfin bref. Donc ouais, c'est d'ailleurs il faut savoir que en 14 matchs Roumanie-Pays-Bas, la Roumanie n'a battu qu'une seule fois les Pays-Bas. 1990. 2007. 2007, donc il y avait pas encore Agi et il y avait plus Agi. Mais c'est 14. Après Agi, c'est pas son père, hein, loin de là, il est même pas titulaire à la base, C'est vrai. Mais la Roumanie Pays-Bas, c'est 14 matchs, une victoire roumaine du coup de 2007, 3 nuls et 10 victoires des Pays-Bas. Donc là Pays-Bas est favori, mais voilà, encore une fois, ce qu'on peut ne pas enlever, ce qu'on doit garder et pas enlever aux Roumains, c'est que ça se bagarre. Le match qu'ils ont fait contre l'Ukraine, franchement, ça se bagarre pas comme les Autrichiens. Hein. Franchement, ça se bagarre proprement et ça va rien laisser aux Hollandais, mais rien. Pardon, aux Néerlandais. Ça va rien laisser du tout. Vous pouvez me croire pour ça. Dragoustin, pardon, putain, il fait une grosse compétition. Hein. C'est un défenseur central. Et du coup, on termine avec Portugal-Slovénie. Je voulais pas trop parler de ce match, mais il faut y aller. Bonne chance. Pour nous, on va jouer face à une équipe. On n'aime pas jouer contre eux, contre ce genre d'équipe, c'est bloc bas. Oblak, il fait un euro aussi. Il y en a 3 pour moi, 3 gardiens qui sont en train de faire un euro gigantesque. Géorgie, Slovénie et Italie. Exactement. Donc on en a déjà rencontré un, on va rencontrer l'autre maintenant. Il faut savoir que pour la petite histoire, c'est très drôle. Peut-être je vais moins rire après ce match. Le troisième, il est de ce côté du tableau aussi. Hein. Non, il est de l'autre côté. Il est de l'autre côté, tout en bas. Ça sera que en finale si ils y arrivent. Les deux côtés du coup. Ouais. En fait, en quart, on peut avoir un Angleterre-Italie ou un Angleterre-Suisse. Et c'est de l'autre côté. Ah bah oui, le Portugal, ils sont de notre côté là-bas. On est avec vous. Moi. Nous, on est avec vous. C'est peut-être. Juste, mais c'est parce qu'en fait, t'as sauté pour finir par le Portugal. C'est pour ça que. Moi aussi, petite stat intéressante. Du coup, Steve, tu le sais déjà parce que je t'ai un peu dit ça. Steve, il sait tout en fait. Il arrive à l'heure. Hein. Ah, ok. Malgré les bouchons. Portugal-Slovénie en termes de bilan. Ulysse. Tu crois que la Slovénie a battu combien de fois le Portugal et Portugal combien de fois la Slovénie? Déjà combien de fois ils se sont affrontés, mec. Ouais, c'est ça. Déjà combien de fois ils se sont affrontés, c'est la question. Moi, j'allais dire 4 fois. Alors, partons du principe qu'ils se sont vus 4 fois. Combien de pourcentage, on va dire? 75% de victoire. Portugal. Ouais. Un match nul. Ok. Ulysse, c'est 100% de victoire pour la Slovénie face au Portugal. La Slovénie n'a jamais perdu contre le Portugal. Je vous le dis. C'est combien de matchs? Pas si longtemps que ça. Et c'était le dernier match d'ailleurs, victoire de la Slovénie. Dernier match contre le Portugal. C'était mars 2024. 2-0. Ah, 2-0, pardon. 2-0. Ouais, monsieur. Et je crois qu'il y a un penalty loupé. Enfin bref, je sais qu'il y a une occasion flagrante loupée d'ailleurs. Une seule confrontation. Mesdames et messieurs, les auditeurs qui nous écoutaient, sachez que je vais acheter mon meilleur paquet de popcorn pour aller regarder ce match. C'est que tu mets au micro-ondes ou... Oh là là là. Et le truc le plus hallucinant. Il y a combien de matchs? Il y a eu un seul match. Un seul match?
C'est le seul match de l'histoire. Là, au mois de mars. Ouais. Mais, pardon? Ils se sont affrontés une fois. En même temps, la Slovénie, c'est pas un pays aussi qui a 100 ans. Hein. Non. Ah, mais bon, la Slovénie, ils sont bien là depuis au moins 25 ans. Oui. Ouais, c'est ça, depuis l'Euro. Bah, oui. L'Euro 2004. Ouais. Bah écoute, on voulait pas jouer contre Zahovic, hein, qu'est-ce que tu veux. Ouais. Vous connaissez par cœur. C'est pas faux. Bah là, Oblak, il a été formé à Benfica, donc voilà. Mais pour la petite histoire en termes de cote, on a la Géorgie qui est au plus bas face à l'Espagne. Ouais, bien sûr. Mais là, ensuite, on a 100% du coup pour la Slovénie. Mais ensuite, on a la Slovaquie et la Slovénie qui suivent juste derrière avec juste 11% de chance. Donc c'est quand même des pronos très très bas. Combien de prolongation 5%. Moi j'aurais dit 80, mais bref, 20% seulement. À 20, tu vois, donc beaucoup, hein. moi je trouve que c'est vraiment beaucoup. Ouais. Donc c'est plutôt étonnant comme stat, hein, parce que du coup quand j'ai fait mes recherches, j'ai bien regardé un peu les dernières confrontations et tout. Et du coup moi je me souvenais qu'au mois de mars, quand le Portugal a perdu contre la Slovénie, ça a été un petit coup de tonnerre où les Portugais se sont dit bah alors Martinez. Ah bah quelqu'un peut nous battre en fait. Martinez, t'avais 11 matchs d'affilée, 10 matchs au qualif. Tu veux pas gagner pareil que contre le Luxembourg? Ouais. Et là, du coup, je vous raconte pas l'hystérie qu'il y a actuellement au Portugal, hein, avec le match qu'il y a eu contre la Géorgie. Donc voilà. Après, évidemment, moi, dans les Portugais, moi, je les mets pas dans les déceptions parce que moi, je m'attendais à ce qui est en train de se passer. Le Portugal, je vous l'avais dit, ouais. Moi, c'est pas une déception. Moi, je les mets pas, mais c'est pas du tout une déception. Mais par contre, il y a quelques joueurs portugais dans les déceptions. Ah, pour moi, c'est. Moi, un joueur Félix, il a rien à faire. Mais il a fait un match. Pas lui. Ouais, c'est un match de trop. Ouais, bon. Match de trop. Et Antonio Silva. Antonio Silva, il a fait un match. Deux passes D, mec. Il a fait deux matchs. Il a fait 2 matchs, 2 erreurs dans le même match hier. Il a fait 2 matchs et à chaque match, il a fait des erreurs. Donc, qui ont coûté. Plutôt. Et j'ai envie de dire même si je ne m'amuse, fin de saison un peu délicate pour lui aussi. Hein. Oui. Pas mal d'erreurs, je crois. Hein. Beaucoup d'erreurs même. Il me semble. Ouais, beaucoup d'erreurs où certains spécialistes. Du coup, ça refroidit de plus en plus les cadors européens pour mettre les 80, 100, 120 millions. Ils demandent en 80 et 100, donc évidemment que tout le monde est en train de se dire on va peut-être pas y aller. Tu vois. Neto, pour ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, je sais pas trop quoi en penser. Pour moi, Neto, c'est compliqué de dire du mal pour 2 raisons. La première, il revient d'une très grosse blessure. Pour moi, il a rien à faire à l'Euro, mais il y est. Mais il revient d'une très grosse blessure. Il a joué 13 minutes lors des 3-4 derniers mois. Voilà, donc c'est très compliqué de donner une opinion sur lui. Ça y est, j'en ai un autre. Vas-y. Et l'autre point, pour moi, c'est où je dis, c'est délicat de donner un avis sur lui, c'est qu'il joue pas à son poste. Foden. De quoi Foden? Il joue pas à son poste non plus, mais pourtant. Ouais, mais la différence c'est que Foden, il vient d'une saison, j'allais dire pleine. La saison est pas pleine. Alors oui, sur le deuxième point, je suis d'accord, mais tu vois. Pour moi, il y a une différence entre jouer ailier de gauche au lieu de ailier droit, voire 10, ou jouer piston gauche et ailier gauche. Pour moi, c'est pas du tout la même dynamique. Au moins, t'es déjà dans le même couloir. Au moins, t'es dans le même couloir et tu peux foncer. C'est un truc Neto aime bien faire, mais Neto à Wolverhampton, il joue souvent à ailier droit ou ailier gauche. Mais normalement, c'est à droite et il rentre. Tu vois, donc voilà, encore une fois, si je vais pas revenir mais le match contre la Géorgie en termes tactiques, je crois qu'il y a pas une seule personne qui a pas insulté Martinez parce que c'était n'importe quoi. Ok, et pourquoi Raphaël Leao est une déception aussi? Écoute, je crois qu'on en avait parlé lorsqu'on a très brièvement abordé quand on a fait l'after du Italie-Espagne. Il me semble qu'on en a parlé, non? En tout cas, on en a parlé en off. Moi, je vais répéter ce que j'ai dit en off. Pour moi, tu peux pas faire jouer Leao et jouer avec un piston derrière lui. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Hein. Leao, il a fait un meilleur match contre la Turquie que contre la Tchéquie. Pourquoi? Parce que derrière, je crois que je t'en avais parlé, Steve, c'est que contre la Tchéquie, à un moment donné, t'as 3-4 joueurs qui sont collés à la ligne. Ouais. Tu veux faire quoi? Donc évidemment qu'à un moment donné, les gens savent pas forcément où aller et tout. Et Leao, on peut dire ce qu'on veut, c'est pas un ailier. C'est pas un ailier qui est collé à la ligne. Donc si tu veux jouer avec Leao, tu joues pas avec des pistons et tu joues avec un milieu qui donne des bons ballons et qui est aux abords de la surface. Donc mais bon, après tu sais, on peut parler de Leao qui est un peu même beaucoup en demi-teinte. Mbappé, vous le faites jouer où?
Mbappé, c'est pas un 9? Non. Mbappé à gauche, il déséquilibre totalement. Moi, je vais être honnête avec vous, je ne connais pas le poste de Mbappé. Bah, non, mais c'est la vérité. Mbappé, c'est pas le 9, c'est pas parce qu'il veut pas être pivot. Mbappé, Le problème, c'est que j'ai constaté ça le dernier match, c'est que le mec, sa place de base, c'est le 9. Il est 9 là. Ouais. Dernier match. Dernier match, il était 9. Dernier match, il était 9. Il est jamais dans les 16 mètres. Il est jamais. Non, parce qu'il descend, il va chercher, il va sur les côtés. Il est jamais dans les 16 mètres. Du coup, t'as Barcola, Dembélé, ils font très souvent la différence. Tu centres, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Et la raison pour laquelle, ouais, je suis d'accord. Et la raison pour laquelle je vous parle de Mbappé, parce que pour moi, Mbappé, il a le même problème, ou l'inverse, Léao a pour moi le même problème que Mbappé. Mbappé, c'est devenu un joueur qui n'aime plus recevoir le ballon en profondeur. Mbappé, il veut le ballon dans les pieds, se retourner et essayer. En profondeur, il est tellement incroyable. C'est ça. Et Léao, c'était pareil. Son poste, c'est ailier gauche, point final. Oui, mais après, il y a différents types d'ailiers. Tu vois, t'as un ailier extérieur, t'as des ailiers intérieurs. C'est un têtu con qui veut faire aucun effort pour l'équipe. Il veut qu'on joue comme lui veut jouer, point final. Voilà, bah là, la description que tu viens de faire. Ancelotti. La description que tu viens de faire, sauf avec la partie Ancelotti, pour moi, c'est copier-coller de Léao. Pour moi, c'est la même situation. Léao, c'est devenu un stéréotype de joueur. Ça veut dire que s'il a pas le ballon dans les pieds, mec, c'est compliqué qu'il court, lui. Hein. Il n'est pas à recevoir les ballons en profondeur. Alors qu'à la base, quand il a été formé au Sporting et qu'il est parti à Lille, et c'est comme ça qu'à Lille, il s'est fait connaître, mec, les profondeurs, il les prenait toutes. Hein. Le football, il a changé. Hein. En tout cas, son football, lui, a changé. Mais c'est pour ça que je fais un lien Mbappé et Léao. C'est que là, on est au stade où on se dit, non, mais les Léao, mettez-le au milieu, en fait. Mettez-le avant-centre et il fait ce qu'il veut avec Ronaldo. Parce que du coup, tu vois ce que je veux dire. Et il y a aussi un monde où tu n'es pas obligé de le faire jouer, hein, au bout d'un moment. Ouais, alors quand tu vois le match que le Portugal a fait contre la Géorgie... moi je me dis juste le Portugal avec Lamal et Williams, ah putain, ça serait intéressant. Bah ça serait l'Espagne. On passe maintenant qu'on a fini un petit peu de passer en revue les équipes, les qualifiés et tout. Avant qu'on donne notre pronostic, parce qu'on va terminer avec ça et je vous garantis que si vous suivez nos pronostics, vous serez pas millionnaire. Meilleure équipe, on s'est mis d'accord, c'est l'Espagne. Oui, monsieur. On est d'accord. C'est un oui. Surprise. Ulysse, t'as qui toi dans tes surprises? Géorgie, de toute façon. Pardon. Autriche. Ok. Et Belgique. Non, mais ça c'est une déception. Non, j'ai Géorgie, Autriche. Ok, toi Steve? Moi j'ai, par sa place dans le groupe, la Roumanie. Roumanie, ouais. Clairement, tu peux pas ils sont premiers du groupe. Donc, clairement, comme je disais au tout début, la Suisse m'a surpris en bien. Ah oui, la Suisse aussi. Pardon, c'est mon troisième. Puis Géorgie forcément et l'Autriche, clairement. Parce qu'il finit aussi première de son groupe. Donc, il y a clairement, pour moi, c'est pas facile. Maintenant, moi, je précise, quand je parle de surprise, c'est plus en termes de jeu. Ouais. Que par rapport au classement. Sinon, effectivement, bien entendu, Roumanie, je les vois pas là. Moi, en termes de jeu, je suis d'accord avec toi. Ouais, bien sûr. Autriche, c'est pour ça que Géorgie, qu'on en dise ce qu'on veut. Hein. Géorgie, on a vu face au Portugal hier, très derrière, mais qui joue à fond les coups en contre-attaque. Malheureusement, ils ont eu le raté qu'ils ont eu le deuxième match contre la Turquie. Non, c'est le premier match contre la Turquie. Le premier match. Alors qu'il méritait pas du tout. Turquie, pardon. Deuxième, contre la République tchèque. Ouais. La Tchéquie, ouais. La toute dernière contre-attaque. Enfin, tu vois que. Ouais, de dingue. Il tire dans la lune, il cadre même pas. C'est ça qui cadre même pas. Il cadre même pas. Et la Suisse, parce que la Suisse a montré quand même un très beau visage face à l'Allemagne. Mais en contrepartie, contre l'Écosse, what the F? C'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde, quoi. Ouais, mais moi, je les trouve, franchement, la Suisse, c'est vraiment solide. C'est, Akanji fait une compétition, mes amis. J'allais dire, franchement, je me souviens pas d'avoir vu la Suisse performer comme ça dans un grand championnat. Ouais, vous vous rendez compte que même Rodriguez, il fait une énorme compétition. Bon, énorme, je crois que c'est un énorme mot. Oh, il fait une belle compétition. Pire équipe? La République tchèque. Moi, j'ai mis la République tchèque et l'Écosse pas loin derrière. Ouais. Pour moi, la Tchéquie, c'est nul. Ah, mais vraiment mauvais. Moi, je mets pas l'Écosse parce que contre la Suisse,
l'Écosse, pour moi, ils ont fait un bon match. Vraiment, ils ont vraiment fait un très bon match. Et du coup, tu sais pas si c'est la Suisse qui a mal joué ou si c'est l'Écosse qui a fait le job. Au niveau des déceptions, on en a déjà parlé avant. Angleterre, Croatie, Italie, Belgique. Moi, c'est l'Ukraine. C'est Ukraine, évidemment. Parce que moi, j'attendais vraiment beaucoup de l'Ukraine, mais je suis déçu, oui, parce que contre la Roumanie, ce match doit jamais se dérouler comme ça. Ouais. Après, derrière, ils ont fait un peu parce qu'ils ils sont derniers avec 4 points. Il y a une équipe qui passe avec 3 points. Ouais, c'est vrai. C'est tellement triste. Ouais. C'est tellement triste. Alors que la nouvelle Ligue des Champions, ce sera plus possible, ça. Ouais. Je mettrais quand même la Hongrie dans mes déceptions parce que j'avais quand même une petite pièce par rapport à leur classement. Bon, voilà, la Suisse. Moi, je les sortais deuxième, hein. Ouais, c'est ça, exactement. Et la Suisse a surperformé par rapport à nos attentes. Mais la Hongrie, voilà, ils vont juste chercher ce but à 90 plus 10. Ouais. Soboslai, on l'a même pas vu de la compétition. Ça, c'est vrai, ça. Lui, Pourtant, ça a été un des meilleurs joueurs de l'équipe, hein. Ouais, voilà. Donc, tu vois. Et la Hongrie s'est d'ailleurs fait éliminer par la Géorgie. Parce que la Géorgie ne bat pas le Portugal. C'est la Hongrie qui passe. Ouais. Donc, au niveau des joueurs, du coup, les gardiens, on a cité les 3, on est d'accord, hein. Bah, moi, j'ai, Oblak, Mardashvili. Et, en déception, j'ai une, un. Waouh. Moi, je vais prendre Donnarumma. Ouais, je crois. Hein. Moi, je vais chercher Mamardashvili. Mamardashvili. Ouais. Moi, je trouve qu'il est gigantesque. On a un arrêt de penalty. Oh là là. Donnarumma. Ouais. Oui, justement, c'est pour ça que moi, je prends. Même si malheureusement, une minute après, il y a ce but affreux qui vient, parce que même, il arrête le penalty. Une minute après, il arrête encore, à 2 mètres de lui, le gars, il sort la balle. Ouais. Mais t'as tous ces connards derrière et ils regardent le jeu comme ça. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Mamardashvili, alors, je suis d'accord par rapport à Donnarumma. Contre le Portugal, incroyable ce qu'il fait. C'est le match de la Géorgie que j'ai pas regardé. Contre la Turquie, c'est gigantesque. Il est plus rien. Bah non, le troisième, il est monté. Le troisième, ouais, bon. Il est monté un peu trop. Ouais, ok, c'est ça. Mais les 2 premiers. Les 2 premiers, ils sont. C'est ce qu'il disait le commentateur. Pour marquer ce gardien, il faut aller nettoyer la lucarne parce que sinon ça rentre pas, mec. Et même comme ça. Et puis le Portugal là, les arrêts qu'il fait. Ouais, c'est ça. Et puis le but qu'il prend, c'était qui le deuxième match? Tchéquie. La République tchèque. T'as vu le but? Ça rebondit sur la poitrine de Chic et ça rentre, tu vois. Au corner. Exactement. Fin, donc, au bout d'un moment, mais sinon, non, moi, j'aime beaucoup ce gardien. Donc, là, tu prends Mamardashvili. Ouais. Moi, je prends Donnarumma. Ouais, pareil. Et c'était qui le troisième déjà que? Moi, c'était Oblak. Il fait une très bonne compétition. Aussi, Oblak. Défenseur? Vous avez retenu des défenseurs, vous? Akanji. Oui, Akanji. Mais, moi, pour un gars qui allait pas du tout jouer, j'ai Saliba et puis Calafiori aussi qui devait pas jouer non plus. Ouais, exactement. Ouais. Pour les joueurs qui devaient pas être titulaires, moi j'ai choisi, je voulais chercher des latéraux. Ah, moi j'en ai un. Et j'étais là, je vais prendre qui comme latéral? Moi j'en ai un, Kukurea. Et tu sais que j'ai hésité à le mettre. Franchement. Mais en fait, c'était en carton en face, c'est ça? Non, c'est pas ça, c'est que il fait des performances qui sont j'y ai réfléchi aussi, stables et plutôt bonne, mais stable. Ouais, mais ça sort pas du lot. C'est pas lui qui sort du lot. J'ai trouvé quand même. Hein. Bon, peut-être on le voit beaucoup à cause des Russes, hein, mais peut-être parce qu'il a un nom un peu plus hispanique que la charnière centrale, tu me dis. Oh wow. Non, il fait des bonnes performances. Je trouve que même il a mieux joué que, enfin, il a été plus en vue en tout cas à mon goût que Carvajal. Mais il sort pas du lot. Mais il fait quand même une bonne comp. Au niveau des milieux de terrain, vous avez des noms? Donc on en a déjà cité quelques-uns, hein, mais vous en avez d'autres, vous? Moi j'ai Ruiz qui pour moi est un des meilleurs joueurs de. Moi j'ai mis Ruiz, j'ai mis Vitinha aussi pour le match qu'il a fait. Vitinha, parce que les 2 premiers matchs qu'il fait. Vitinha, c'est. Excuse, mais c'est quand même au Portugal, hein, ils sont choqués. Mais au Portugal, tout le monde dit c'est Vitinha plus 10. Hein. Pourtant il y a beaucoup de Portugais à Paris, ils le voient jouer quoi. Ouais, mais faut croire que les médias ils sont plus intéressés par du rouge que des Français. Si je dois en choisir 3. Je prends Vitinha, Ruiz et j'hésite pour le 3e entre Kroos et Rabiot. Ouais. Moi j'ai rajouté Ndoye. Je mettrais Rabiot. Ndoye c'est plutôt devant. Ouais. Ah, vous le mettriez attaquant vous? Il est au attaquant. Ok, il a joué 9. Alors du coup je le mettrai après. Je mettrai Leimer aussi.
Conrad. Moi, je trouve qu'il fait Sabitzer. Sabitzer aussi. Sabitzer, c'est surtout le match contre les Pays-Bas qu'il a fait un énorme match. Ouais. Mais la France, moi je trouve que Lemmer, il est bon. Hein. Non, Sabitzer contre la France, il était inexistant, il n'était pas au top. Et le dernier que j'ai, c'est Kochorashvili. Ouais. Mon Dieu, bon, il fait cette loupée malheureusement contre la Tchéquie. Mais qu'il est incroyable. Il est partout. Il joue je sais pas en Allemagne, je crois. Je sais pas où il joue. Tu sais, c'est le numéro 6, cheveux attachés. Ouais, ok, d'accord, fallait me dire tout ça tout de suite. Mais je vois, lui, il est partout. Tu sais qu'il y a une pétition. Ou alors, est-ce que c'est parce qu'il a les cheveux longs attachés qu'on le voit partout? Non, c'est parce qu'il joue bien. Okay. Moi, je l'ai trouvé exceptionnel. Et tu sais qu'il y a une pétition au Sporting pour aller chercher Mikotadze, pour le mettre avec Gyökeres et ce petit-là, Kochorashvili. Et la pétition, elle date pas d'hier. Moi, j'ai hâte de voir où c'est que Mamadashvili va signer. Ouais. Non, il va rester à Valence. Non. Tu penses? Non. Tu crois pas? Pas avec un euro comme ça, mec. Ouais, c'est possible. Même un Chelsea, pour moi, ils peuvent aller le chercher. Parce qu'ils ont Petrovic, d'accord, mais Petrovic, c'est pas le gardien qui jeté dessus. Après, ils ont qui? Ils ont Robert Sanchez, qui a pas donné grande satisfaction non plus cette saison, même s'il s'est blessé, d'accord. Mais Mamardashvili, franchement. Franchement. Mais moi, je voulais juste souligner une contre-performance d'un gardien, qui d'ailleurs est sorti après son premier match. C'est le Lunin. Voilà. 3-0. 2 énormes bévues. Et Trubin qui a fait 2 gros matchs. Hein. Qui est justement, parce que j'avais noté, parce que quand j'ai choisi des bons, des moins bons, tu vois, et je voulais mettre le doigt sur la performance de Lunin. Parce que le 3-0, il a 2 énormes boulettes. Même le 2, non? Il n'y a pas le 2-0 aussi que c'est un peu ça. Sur les 3-0, sur le match du 3-0, c'est 2 énormes boulettes de sa part. Clairement. Ouais, c'est ça. Et ça lui a coûté. Rebrov, ce que je disais, parce que j'en ai parlé à ma femme, je dis, le gardien, tu te souviens, fini. Elle me dit, quand même. Je dis, mais ils ont pas le temps, à l'Est. Il est déjà au goulag, il est déjà laisse tomber. Mais Trubin, alors que pareil, il a fait une fin de saison compliquée avec Benfica, là, tout le monde était, c'est qui ce gardien, 19 ans ou 20 ans, je sais plus. Donc non, très, très, très bonne entrée. Au niveau des attaquants, sans surprise, Mikotadze. Bien sûr. Qui est d'ailleurs le meilleur buteur. C'est abusé. À égalité avec Lukaku. Je sais pas, j'allais dire, je sais pas pourquoi ça a pas fonctionné à l'Ajax. En même temps, quand tu vois le début de saison d'Ajax, il y a rien qui fonctionnait. C'est que donc, même, il est revenu à Metz. Ouais. Il avait pas le choix. Parce qu'il avait commencé à Metz. Il avait joué déjà 1 ou 2 matchs au début de saison. Ouais. Du coup, après, il a joué avec Ajax et tu peux pas jouer pour 3 clubs différents dans la même saison. Le règlement FIFA. Donc, du coup, il était obligé de préférencier, de mettre en avant le prêt à Metz. Et du coup, à Metz, au tout début, ça a pas été incroyable, mais il fait une fin de saison tonitruante. Mais tu sais que à l'Ajax, même Francisco Conceição, il a pas réussi. Bah, regarde Henderson qui est revenu c'est juste d'Arabie Saoudite. Et c'est un fiasco aussi. Amsterdam, ouais. Du coup, moi j'ai Mikotadze, Lamal et Williams et Ndoye du coup. En attaque. J'ai Mikotadze et moi j'ai mis Williams aussi. Yamal. T'as Yamal? Moi plus Nico Williams, parce qu'on le connaît. Ouais, mais même si on le connaît. Moi je trouve que ce qu'il fait quand même, c'est marrant de dire on le connaît alors que c'est sa première saison. Là où Nico justement il a eu plusieurs. Et il a déjà joué avec les espoirs et tout ça. Donc en soi, ce serait plus Nico Williams qu'on connaît entre guillemets. Mais ouais, très 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 intéressant. Au niveau des faits marquants, vous avez retenu des faits marquants pendant cet Euro à part les streakers qui gagnent beaucoup d'argent du coup. Les streakers, c'est-à-dire? C'est ceux qui envahissent les terrains. C'est insupportable. Non, moi je suis très content qu'on retrouve des stades complets, pleins pour un Euro. L'ambiance en dehors. Ouais. L'ambiance en dehors, magnifique. Franchement, parce qu'on sort d'un Euro qui a été reporté d'une année, où les stades étaient un tiers remplis, même pas. Donc très content qu'il y ait surtout d'une Coupe du Monde. Tu vois justement. Donc là, on a 2 compétitions les unes derrière les autres où ambiance c'était un petit peu compliqué. Ouais. Et là, tu vois en dehors des stades, t'as vu les Hollandais. C'était une dinguerie. Même les Suisses. Les Suisses. T'as vu toutes les nations qui font les cortèges et tout. C'est génial. Ce fameux petit jeu où les gars ils cassent les patins ils cassent, tu vois. Enfin, je trouve ça. Et puis ces pancartes, Georgina est mieux que Géorgie. Tu l'as vu? Ouais, bien sûr. Fondu voilà, tu vois. Donc toute cette bonne ambiance, tu vois. Je trouve que ça fait
déjà deux compétitions majeures où ça manque. Après, voilà, je parle pas à la CAN, ça va être aussi incroyable. C'est toujours très souvent incroyable, mais voilà, c'est déjà beaucoup moins. Moi, ça fait des années que je suis la CAN. J'adore cette compétition, mais j'avoue qu'après, en termes de ambiance extérieure, bah, j'ai moins de visibilité dessus. Ouais. Là, on parle de l'Euro, mais faut pas oublier que il y en a une autre qui se joue de l'autre côté de l'Atlantique, mais c'est compliqué. Le jeu, c'est compliqué. Hein. Toujours là-bas. La Copa, là, c'est exactement. Compliqué. Donc voilà, moi, j'ai vraiment ce petit point qui me fait plaisir. Ouais. Qu'il y ait cette bonne ambiance un peu partout. Si ce n'est ces trous de balles qui envahissent les terrains. Et un truc aussi qui me dérange, c'est tous ces jetés de gobelets au point de corner. Ouais. C'est devenu une dinguerie, là. Ouais. Je me suis demandé, est-ce que ça a toujours été comme ça? Enfin, toujours. En tout cas, les dernières compétitions, mais non. Non, même, tu sais, parfois, ils font les tifos, ils ont des papiers, ils jettent aussi ces papiers-là. Les papiers aussi, ouais. C'est chiant. Ça devient... Ouais. C'est chiant, quoi. Ouais, je suis d'accord, ouais. Alors que l'ambiance est super, comme on dit, et puis là, t'as toujours une poignée de trous de balles qui fait n'importe quoi. Du coup, on va passer à la dernière partie de cette émission, les pronostics. Messieurs, je vais vous donner un match et vous me donnez qui passe et de quelle manière, ok? Suisse-Italie. On commence par toi, Steve, qui a une femme italienne. Ouais, une femme italienne. Écoute, moi je suis pour l'Italie, hein, quoi qu'il en soit, parce que déjà j'ai dit que la Suisse sortait en 8e de finale. Je veux mes 50 points. Je vois que tu veux tes points, toi. Et puis, mais c'est très difficile. C'est très difficile dans le sens où l'Italie, c'est souffrir fortement. Ouais. La Suisse se sublime face à des grosses équipes. Ouais, l'Italie, c'est plus une grosse. Calmez-vous. Donc, faut dire les termes. Hein. Ah mais disons-les. Oui. Alors dis-nous qui va gagner. Pire. Moi je Italie. Hein. Italie. Ouais. Et comment, c'est ça? Ouais. Tu peux soit donner le score, soit dire prolongation, penalty, etc. Moi, t'imagines un Sommer Donnarumma au tir au but. On a encore demain. Moi, je veux un duel Yann Sommer Donnarumma au tir au but. Penalty. Ah ouais. Putain, on va entendre les Suisses dire, bah voilà, encore une fois, on est éliminé alors qu'on n'a pas perdu. À toi, Ulysse. Ah oui, ils disent tout le temps ça. Ils sont sortis contre les Ukrainiens, comme ça. Exact. Ulysse. Je vois bien Suisse passer au penalty. Suisse au penalty. Allemagne-Danemark, Ulysse. 3-1. Pour l'Allemagne. Allemagne. Toi, Steve? Ouais, c'est beau 3-1. 3-1. C'est un score que j'ai beaucoup mis, qui m'a jamais réussi. Il faut savoir que moi, dans mes pronos que j'ai trouvé le précis parfait, c'est le 1-1. 1-1. Tous les 1-1, j'ai presque donné juste. C'est vrai. Du coup, Steve, Angleterre-Slovaquie. Ah, ils sont chiants, ces gars. Je t'aurais dit 3-0 en temps normal. Mais là, ça va être beaucoup regroupé. Hein. Allez, 2-1 pour l'Angleterre. 2-1, ok. Toi, Ulysse? Penalty Angleterre. Penalty carrément? Ouais. Oh wow. Ils sont rincés comme ça. Non, mais en fait, l'Angleterre, moi, je les vois. Je te redirai après avoir vu le 11 besoin de souffrir. Ouais. Pour qu'il y ait un réel changement pour se libérer au sein de pour qu'il y ait un changement à la Coupe du Monde. Pour qu'il y ait un changement dans la tête de Southgate. Ouais. S'il sera encore là, la Coupe du Monde. Mais je parle pas de la Coupe du Monde, je parle du tour suivant. Ouais. Ulysse, Espagne, Géorgie. Espagne, malheureusement. Dans le temps réglementaire. Ouais. Ouais. Assez largement. Ah ouais? Ouais, 4-1, moi je veux. 4-1 carrément. Non, j'irai pas aussi loin parce que Mamadashvili, il va quand même chercher. Ouais, mais il en a quand même pris 7, c'était lui au but. Hein. Ouais. C'est vrai. Ouais, mais c'était avant la comp. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est vrai aussi. Ok. Du coup, vous voyez les deux, l'Espagne. Ouais, là, je me frotte contre cœur, hein. Je me frotte les mains. France, Belgique. France. Ouais. France aussi. Ouais. Vas-y, dis-le. Oui, France. Ouais. 2-0. Ah, waouh. T'as entendu que c'est? Ouais. 2-0. Ouais, 2-0, j'allais dire 2-0 aussi. Ouais. 2-0. Ok. Doublé d'N'Golo Kanté de Cacabus. Tu rigoles, mais mec, il se projette tellement, le garçon. Il dribble, il frappe, il fait tout. Le mec, on dirait qu'il joue à vélo. Portugal-Slovénie, Ulysse. Ah bah, pardon. Bah, tu rigoles, mais on est à Slovénie 2-0. 100%, non? 100%, oui. Ouais. 2 buts marqués, 0 encaissé. Oblak au but. 2-0 Portugal. 2-0 Portugal? Ouais. Oh wow. Et doublé de
Joao Félix. Non, moi je dis but de Cristiano parce qu'il a l'habitude de marquer contre Oblak. Voilà. Ça, c'est vrai. C'est Oblak que tu connais bien. Hein. On attend toujours son but. Hein. Toi, Steve? Non, le Portugal, il gagne. Ouais, ah, tu vraiment? Ok. Oui, bien sûr, le Portugal, il gagne. Mais encore une fois, comme il disait, ils ont aligné 10 ploucs, enfin 8 ploucs. non, le Portugal, il gagne. Ouais. Je pense qu'il gagne bien 2-0. Ouais. Ok. La Slovénie. Ouais, Slovénie, ouais. Ils ont du mal offensivement. Malgré les quelques gars qu'ils ont, ils ont un numéro 9 qui est intéressant. Il a la dalle. Sporar. Moi, je trouve qu'il a la dalle, en tout cas, dans ce tour. Il a marqué quoi, un ou deux buts? Il en a mis un. Il en a mis un, Sporar. Ouais, il a bien raté aussi. Hein. Il a faim. Ouais. Ok. En tout cas, moi, ce que je retiens... Beaucoup de frappes de loin. Moi, ce que je retiens de la Slovénie, c'est qu'elle est invaincue à l'Euro. C'est 3 matchs nuls. C'est 3 matchs nuls. Donc, mais non. Si. Attends, Slovénie, c'est avec Angleterre? C'est avec Angleterre. Ah ouais, ils confondent avec la Slovaquie. Aïe. Ils sont chiants, ils pouvaient pas trouver autre chose. Mais invaincu, hein, Slovénie à 7 euros. Ouais. Donc, je regarde le match contre l'Angleterre. C'est invaincu, mais 10 derrière, quoi. Oh, oui, c'est ce que le Portugal adore. Ça tombe bien. Ils adorent jouer contre ce genre d'équipe. Ouais. Autriche-Turquie, ça, par contre, ça va castagner sa mère. L'Autriche. Moi, j'ai l'Autriche aussi. Ah ouais? Les deux l'Autriche? Ouais. Ça va bien se taper. Ça, j'aime beaucoup ça. D'ailleurs, j'ai oublié de parler de Kenan Yildiz. J'ai beaucoup aimé. C'est vrai? Ailier gauche. Moi, je l'ai trouvé hyper intéressant. 18 ans, je crois. 18, 19. Ils ont le même âge avec Ardagul. Ah, ils ont le même âge. 19 les deux, du coup. Ouais. Donc, très, très intéressant. Là, franchement, hyper intéressant. Et on termine par Festival Roumanie, Pays-Bas. Bon. Prolongation. Ouais, j'allais dire prolongation. Ouais. On est abusé. Oh, wow. Je suis pas sûr que les Pays-Bas, ça passe. Hein. Sérieux? Ouais. Mais tu mets un petit Weghorst level, non? Bah, c'est ça, en fait, le truc. Tu mets Weghorst, tour de contrôle. Déjà, c'est lui qui va égaliser à la 85e. Si c'était Van Gaal, il serait titulaire, tu vois, mais voilà. Ça, c'est pas faux. Ouais. Non, mais par contre, blague à part. Quand il y avait Autriche, Pays-Bas, on en parlait dans le groupe. J'ai dit, attendez, les gars, que Weghorst, il rentre. Weghorst, il est rentré, il a fait une assist. C'est ce qu'on appelle ne pas mettre le jinx. Il a fait l'inverse du jinx, lui. Il a dit, vous verrez quand il rentre, il marque. T'es là. Je sais pas s'il a marqué ou fait une assist. Il a fait l'assist à Depay. Weghorst, quand il rentre, c'est vraiment le super sub qui pense. C'est le mec. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Donc, ok, mais quand même, je mettrais une petite pièce sur la Roumanie. Allez, soyons. C'est vrai? Ouais, après prolongation. Allez, Sancho. Du coup, les amis, on arrive au terme de cet épisode. Juste avant de terminer, on va terminer avec ça. Qui vous voyez aller au bout maintenant qu'on a du coup les différentes potentielles confrontations? Qui Espagne, c'est à gauche ou à droite? Espagne à gauche avec l'Allemagne, Portugal, France, Belgique. Tu te rends compte, t'es la meilleure équipe, mais que t'es avec tous les gros. Ouais. Bah oui, parce que les autres, ils ont choke. Du coup, ils sont là. C'est ça. C'est ça. Moi, je trouve que le pire, c'est la France. La France doit quand même battre la Belgique. La France, au moins, s'ils vont au bout. Tu peux pas, comme je disais à un gars, c'est l'Euro 2000. Les gars, je pense que tu sors le Portugal, tu sors l'Italie, tu sors l'Espagne, tu peux pas dire que, tu vois ce que je veux dire? L'Allemagne, ça va. Mais j'ai peur que ce soit l'Espagne, en vrai. Moi, j'ai peur que ce soit l'Allemagne, mec. À la fin, c'est toujours l'Allemagne qui gagne. Hein. C'est le bon vieux proverbe. Oubliez pas ce que je vous ai dit quand on préparait l'Euro. Hein. Je vous ai dit, l'épisode de lancement de l'Euro, je vous ai dit, l'Allemagne, moi, je la vois aller au bout. Et j'ai mis l'Allemagne, championne d'Europe. C'est vrai? Ouais. J'ai mis l'Allemagne. L'Allemagne ou l'Espagne? J'ai mis un des deux. Je sais que j'ai mis un des deux. Pour toi. Donc, t'as dit quoi? On peut pas savoir pour toi. Ah, attends, j'ai le tableau, là. T'as ton tableau à toi? Ouais, attends, je te dis ça tout de suite, mais ouais, j'ai mis. Pour moi, si l'Angleterre gagne avant les prolongations contre la Slovaquie. Oui, c'est Slovaquie. Ouais. C'est eux qui sont champions? Ils sont champions. Calme-toi. Ça voudra dire qu'ils auront trouvé, à moins que ce soit, plus que 1-0, voilà. Ça voudra dire qu'ils ont peut-être trouvé la recette. Ouais. Moi, je pense qu'ils risquent de s'emballer et ils se font sortir par la Suisse en quart. Deuxième condition, c'est que le 11 de l'Angleterre ne soit pas le 11 qu'on a vu dans les groupes. Tu te rends compte quand même la chance qu'a l'Angleterre? L'Angleterre est la seule favorite de son côté.
Donc on a quand même la Suisse qui peut être chiant, on a quand même l'Italie, tu sais jamais, t'as les Pays-Bas c'est pareil, ça peut être un peu chiant, mais en face t'as quand même tous les autres. Hein. Donc l'Angleterre là, ils ont une autoroute. Hein. C'est pas pour être méchant avec les autres, mais c'est la vérité. Et du coup j'ai mis Espagne champion d'Europe, Mbappé meilleur buteur. Ouais, pareil, Mbappé, je suis mal barré. 142 buts et Rodri meilleur joueur de l'Euro. Ouais. J'ai mis ça comme pronostic. Bonne chance. Non, moi je pense quand même que c'est la France qui gagne. Voilà. Écoutez les amis, on arrive au terme de cet épisode. On verra quel sera le dernier carré. On verra aussi si on a le temps ou pas de faire un épisode spécial lancement de finale ou pas. Bref, on verra comment ça va se passer d'ici là. En tout cas, une chose est sûre, c'est que voilà, il va y avoir de très très gros matchs. Pas du tout. Il va y avoir de très très gros matchs et voilà, moi je suis curieux de voir un petit peu jusqu'où peut aller la Suisse. Sur ce, les amis, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Suivez-nous sur Instagram, il y a des nouvelles vidéos de Steve qui vont sortir après l'Euro. Où il va vous présenter quelques pépites à suivre qui sont pas à l'Euro, mais que vous pourrez suivre justement pour la nouvelle saison. Et évidemment, n'hésitez pas à suivre Ulysse qui commence à s'intéresser à la NHL, les amis. Donc c'est vrai. Peut-être des épisodes, des messages au milieu de la nuit. Peut-être des épisodes à partir de cet automne sur le meilleur joueur de NHL qui est Connor McDavid. Voilà, monsieur, vous avez dit les termes. Sur ce, Steve, merci beaucoup. Ulysse, merci beaucoup. À bientôt. Ciao.